Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode d'Avenia. Un nouvel épisode qui vient après pas mal de temps finalement, après le dernier épisode de l'entre-deux tours des élections. On ne parlera pas des élections aujourd'hui. Euh, on va revenir dessus juste après, on vous expliquera pourquoi, mais aujourd'hui on va aborder finalement le derby qui s'approche, qui aura lieu vendredi soir. Et pour ça, j'ai avec moi un habitué, un ami, mon Yacine, comment tu vas? Écoute, tout va parfait, tout va pour le meilleur des mondes. Et toi, comment tu vas? J'ai envie de te dire coup-ci coup-ça, mais on peut l'expliquer, hein. Donc, comme on l'a dit, on n'a pas trop sorti de contenu depuis un petit moment. On a un contenu qui va sortir justement avec Yacine concernant les élections et toujours assez tourmenté par rapport à ça parce que on s'y perd un peu par rapport au club. Mais outre ça, écoute, ça va bien, ça va plutôt bien. Comment tu le Pas sens, trop toi? froid à Lisbonne? Je savais pas si on devait expliquer que tu n'es plus sur Lisbonne, du coup, que c'est aussi ça qui est chiant, c'est que je ne t'ai plus à Lisbonne pendant un petit moment. Tu es un peu loin maintenant, tu es en Asie. Et donc, du coup, ça aussi, ça impacte le moral, mais je vais pouvoir parler Benfica avec toi et du Sporting, mais avec un décalage horaire assez important. Mais bon, on fait avec, regarde, on arrive à trouver les moyens, donc ça va. Pour discuter ensemble, pour parler de foot, on trouvera toujours des moments pour. Ouais, on trouvera toujours le En temps. tout cas, en tout cas, tu marques le coup. Petit au vert, vert kaki. Mais tu rappelles quel est ton camp au cas où. Au cas où. Bon, bah, en rentrant dans le vif du sujet, un derby, on avait parlé, enfin, on parle de nos équipes assez régulièrement. On avait parlé un peu de la confrontation à l'époque après la Super Coupe, des trajectoires que pouvait prendre Benfica et le Sporting, notamment le Sporting, quand on avait fait le podcast avec toi concernant la trajectoire du Sporting depuis ces dernières années. On avait un peu évoqué avec Mathieu ce qu'on pensait que pouvait devenir la saison du Sporting. Et pour l'instant, on a tort. On a tort à Kitche. Euh, pour Benfica, on n'a pas tort, mais pour le Sporting, on a tort, parce que finalement, le Sporting est actuellement deuxième. Et en fait, est littéralement en train de monter en puissance depuis ce début de saison. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, en fait, je pense que c'est assez compliqué de lire, de se projeter sur cette saison du Sporting. Il y a tellement de remous, de changements. Il y a le départ d'Amoré, mais il y a eu le départ de Gyökeres. Il y a ce match de Supercoupe qu'on évoquera peut-être après, la Supertassa, qu'il y avait eu contre Benfica, qui n'était pas forcément très positif. Et en fait, finalement, on voit que ce qui était le Sporting la saison dernière est quelque chose de totalement différent cette saison. Une équipe beaucoup plus rodée collectivement parlant, un style de jeu qui est très différent aussi parce que puisqu'aujourd'hui c'est une équipe, enfin si on rentre un peu dans le vif du sujet, c'est une équipe, le football pratiqué, c'est un football positionnel. Rui Borges a voulu faire quelques changements, ça a pris du temps, mais aujourd'hui ça paye ses fruits. C'est un début de saison qui est assez, qui est assez cyclique, où ça démarre très bien. Il y a une période de creux, à partir du moment où il y a le match contre Porto jusqu'à, je dirais, à peu près Braga. Alors entre-temps, il y a quelques victoires et cetera, et le match déclic, c'est assez marrant, mais c'est le match contre l'OM, que tu démarres pas forcément très bien. Il y a ce rouge d'Emerson et puis après derrière tu remportes le match et depuis ouais, c'est rodé et j'ai tendance à dire que c'est une équipe qui, hem, ne surperforme pas, tu vois? Dans les su Peut-être, je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi je pense que le match contre la Juventus, ça reste une surperformance. Aller gratter un résultat là-bas, hem, même si c'est pas la grande Juventus de l'époque, ça reste quelque chose qui est assez compliqué à réaliser mais sinon, c'est une équipe qui ne sous-performe pas. Tu vois? C'est les matchs qu'il faut gagner, ils les gagnent puis les matchs qui malheureusement des fois que tu aimerais voir l'équipe remporter, comme le match face à Porto, voire même le match face à Braga où OK, tu mènes au score tout le long du match et tu te fais avoir sur un penalty à la toute fin du match sur une erreur bête de gueulement, mais en fait, tu vois pas le jour face à ce Braga-là. C'est une équipe qui est pas dans la surperformance. Ça peut faire tilter certains, mais c'est pas une équipe qui sous-performe non plus. Tu le disais par rapport à la Juventus, moi, de manière plus globale, je trouve que, moi, j'ai pas vu tous les matchs, mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui est en confiance et qui fait un de ses plus beaux parcours européens pour l'instant, limite de son histoire. Je grossis la chose parce qu'en Ligue des Champions, il n'y a pas 10 000 parcours qui sont marquants. Mais celui-ci, en fait, sans avoir, par exemple, une grosse perte comme l'année dernière face à City, mais il est plutôt cohérent et je pense qu'il finira peut-être mieux que l'année dernière.
parce que finalement, après le départ de Ruben Amorim, ça se finit plutôt mal. Mais cette année, j'ai l'impression que c'est une équipe qui monte en puissance. Elle lâche des points à Naples, ok, mais c'est pas non plus scandaleux. La Juventus, elle arrache un nul, mais je pense qu'elle pouvait prétendre à mieux. Elle pouvait même gagner finalement. Et là, bon, bah, après les matchs où elle devait gagner, bah, l'équipe gagne. Euh, Mm. Notamment encore Bruges. Keira Moratti, Bruges la semaine passée. On va dire encore heureux, mais bah, moi, moi j'ai pas eu ce bonheur-là la première journée. Donc, j'ai envie de te dire, faut les gagner ces matchs-là. Donc, non, on va dire que c'est une équipe sérieuse, en fait. C'est une équipe, je pense, pour résumer ce que tu dis, c'est une équipe qui prend en maturité aussi au niveau de ses idées de jeu. Et tu as beaucoup de joueurs qui confirment. On en avait parlé à l'époque sur ton podcast, mais Kenda, c'était important à un moment donné de le voir s'intégrer dans l'équipe. Et là, c'est le cas. Et moi, j'ai l'impression aussi que c'est à l'image de plusieurs gens, mais notamment Kenda, c'est un peu la révélation dans le sens où il confirme et ça peut être sa saison lancement sans avoir des stats qui soient folles, mais dans le jeu qui est toujours juste, qui joue peut-être en étant beaucoup plus mature que laisse penser son âge. Donc non, moi, c'est une équipe qui, entre guillemets, me plaît et qui me fait peur pour ce week-end. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai envie de dire que récemment, c'est souvent le cas. Mais favori en venant Nanou, je pense, au vu des formes de chacune des équipes. Si on se base que sur la forme, oui, le Sporting est favori. Après, c'est chez vous. Et, euh, et mine de rien, enfin, j'ai pas souvenir récemment d'une victoire de Sporting chez vous. Bah, le problème, c'est que j'ai pas souvenir non plus qu'on ait gagné beaucoup de fois chez nous contre vous. La dernière victoire, c'est il y a 2 ans avec Roger Schmidt, avec Tengstet. Mais tu prends Et le avant but de João Neves aussi, si je me souviens bien. Neves et Tengstet, yes, c'est ça, 2-1, avec le Rouge Ignacio. Mais l'année d'avant, on fait match nul. La saison qui suit, donc l'année dernière, on fait match nul aussi. T'as la Taça du Portugal aussi, si on veut remonter encore sur la saison de Schmidt, où on se fait éliminer au retour. On fait un gros match, mais match nul aussi. Donc ça fait un petit moment qu'on voit pas vraiment un Benfica battre le Sporting à la maison. Et parce que tu prends même la victoire du 2-1, émotionnellement, c'est une grosse victoire. Moi, c'est un des buts que j'ai le plus fêté pour le scénario. Mais le match est pas bon. Globalement, de Benfica, le match est pas bon. C'est le rouge qui débloque tout. Sans le rouge, je sais pas ce qu'aurait pu prévoir le match, mais au-delà de ça, ça fait un petit moment qu'on voit pas un Benfica vraiment. Bah, l'année d'avant, c'est 3-0. L'année d'avant, je crois, il me semble que c'est le 3-0 contre. C'est même pas George Jesus, je crois que c'est Verissimo déjà. J'ai un doute. J'ai peut-être un doute, mais il me semble que c'est Si, 3-0. c'est oui. Ouais. C'est 3-0 net à la maison. Donc, je ne sais pas te dire à quand. Ouais, tu as la période Covid après. Je crois qu'on a une victoire à la maison sur la première Ruben Amorim ou un truc comme ça. Mais on n'a pas, tu vois, j'ai pas 10 000 matchs où on gagne à la maison depuis un moment en te disant, ouais, il y a ce facteur psychologique, en sachant qu'on a aussi ce souci de l'autre côté. Peut-être en même temps parler du Sporting aussi Benfica en même temps. Le fait qu'on n'y arrive pas à la maison. On a beaucoup plus de facilité en ce moment à jouer à l'extérieur qu'à la maison. Le stade, en fait, est devenu un vrai sujet de débat, même encore aujourd'hui. Et ça devrait pas, notamment sur le derby qui va arriver, ça devrait être un avantage pour nous. Mais j'ai pas ce sentiment-là, contrairement à quand on va à l'Alvalade. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est un super Ouais. match. Oui, je suis d'accord. Oui, oui, non, je te rejoins. De toute façon, quand tu prends même les résultats, même, enfin, je pense forcément au match contre Leverkusen parce que je t'avais accompagné j'étais venu voir ce match-là avec toi. Mais c'est vrai que le climat, il est assez hostile dans le sens où, bah, forcément, c'est toujours lié un peu aux élections. Et tu as cette période où les sociaux sont divisés, où tu vas voir certains, bon, c'est Rui Costa qui a gagné, mais tu as quand même une certaine frange qui est contre Rui Costa. Et je pense que ça se ressent aussi sur le terrain. Toute cette ambiance fait que c'est pas sain et à un moment, je pense que tu le ressens en tribune, et cetera. Et ça peut devenir hostile parce que les gens aujourd'hui se disent, tu as même des pros Rui Costa qui pourraient se dire, qui se disent: «On n'est pas satisfait des résultats» et qui l'expriment, surtout le parcours en Ligue des Champions. Alors là, il y a eu la victoire contre Amsterdam, donc ça va, ça te donne un petit peu une bouffée d'air frais. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué en ce moment pour Benfica à la maison et tu as l'impression que l'échappatoire, c'est les matchs à l'extérieur. Ça, je te rejoins 100%. Après, pour en revenir à ce match-là, je pense que quand même, ça reste le match contre le Sporting et je pense qu'il y aurait eu une unisson, je veux dire, il y aurait une certaine unité derrière l'équipe. Le cas Rui Costa, et cetera, c'est des choses qui temporairement vont être mis de côté. Enfin, quand je dis le cas Rui Costa, vous m'avez compris.
mais tout sera mis de côté le temps de ce match-là. Après, ça reprendra la semaine qui suivra en fonction des résultats. Et ça peut peut-être, si Benfica a fait un résultat contre Sporting, un petit peu peut-être calmer les choses. Là, par contre, si ça gagne pas, Il est là le point, parce que bon, je suis souvent pessimiste avec ce club au vu du contexte depuis un moment, donc, et encore plus depuis les dernières élections. Je vais mettre une petite parenthèse, les élections, du coup, on a tourné un épisode avec Cassine qui sortira je ne sais pas quand. non, très Je te rapidement. prends Ouais, très rapidement. rapidement. Concernant les élections, donc il sera retrouvé sur le podcast de Los Hinchas. On ne sortira pas rien de notre côté parce qu'on estimait que coup dur, on était très clairement orienté, vous le savez très bien sur ces élections. Coup dur, et en fait, on sentait un peu, on avait un discours un peu qui se répétait, et on allait un peu bruit du Nord, donc ça sert pas à grand chose. C'était peut-être plus simple d'en parler avec une personne un peu neutre par rapport à ça. Donc Yacine était la personne idéale, il voulait tourner un épisode sur ça, on s'est dit let's go. Et d'une pierre deux coups, ça servira aussi du coup à faire ce podcast entre guillemets sur les élections, mais ça sera sur le Zinchas et pas sur Avelia. Mais bon, vu que c'est la maison, c'est un peu pareil. Donc, en soi, ça change pas grand-chose. Et du coup, pour en revenir au contexte, ce derby, euh, pour moi, il est décisif. C'est-à-dire qu'en cas de contre-performance, et en fait, une contre-performance sur ce match-là, ça sera forcément tout ce qui n'est pas une victoire. Parce que même un match nul va t'éloigner de Porto. Et une défaite encore plus. Enfin, pour moi, une défaite, désolé, hein, encore une fois, monsieur pessimiste, mais ça dicte la fin du championnat, à coup sûr. Tu te retrouverais à 9 points facile de Porto en ayant déjà joué Porto. Et en n'ayant toujours pas été à l'Alvalade, en ayant Braga à la fin du mois et en enchaînant Famalicão et Moreirense, j'ai j'ai beaucoup de doutes. Donc on va mieux peut-être expliquer un peu nos craintes par rapport à ce Benfica-là, mais avant ça, peut-être continuer à parler du Sporting aussi, et dire à peu près ce que tu penses ce que peut donner Sporting au cours de ce match. Quelles sont tes attentes, et sur qui tu penses que tu peux t'appuyer sur cette rencontre pour que ça bascule de votre côté, en termes de joueurs, ou alors est-ce que c'est juste plutôt un collectif? Non, je pense que depuis le début de saison, c'est le collectif qui est un peu le phare, comment dire, la star de cette équipe, c'est le collectif. Donc, je pense pas que tu auras un joueur qui va émerger tu vois, un joueur avec qui j'ai un peu de mal, mais qui aujourd'hui te donne des résultats, c'est Luis Suarez. C'est un joueur qui stat beaucoup. De mémoire, je crois qu'il a 12 buts en championnat, ou toute compétition confondue, je sais plus. Mais c'est un joueur qui stat beaucoup, qui fait aussi beaucoup de pressing. Et aujourd'hui, en fait, si tu veux, même le Sporting est très très fort dans le contre-pressing, et c'est vraiment toute l'équipe qui joue le jeu. Et bon, bah, j'ai du mal, notamment par rapport à Luis Suarez, de par le fait qu'il lui faut 5-6 occasions pour marquer un but. Mais ça lui suffit notamment pour quand même euh, planter quand même pas mal depuis le début de saison. Après, non, ça va être l'équipe ce sera le collectif qui sera la star. Et je vois pas Rui Borges changer ses idées et son système du jour au lendemain. Je pense qu'on restera un peu sur ce qu'on a vu depuis le début de saison. Une équipe qui aura la possession, une équipe qui finalement, comme on l'a dit, mais ça reste une équipe qui est protagoniste. Les joueurs, alors tu vois, tu as évoqué Kenda, je pense que c'est forcément un match sur lequel tu vas l'attendre. Parce qu'aujourd'hui, Kenda, il stat, mine de rien, tu vois, c'est sa deuxième saison. La saison dernière, c'est l'émergence. Là, tu as un peu l'impression que malgré un début de saison où il a un petit peu commencé sur le banc, c'est la saison où il s'affirme avant de partir à Chelsea. Et il a besoin de ce genre de match. Aujourd'hui, Kenda, c'est une promesse. Euh, Kenda, on l'a vu je vais pas dire sur des petits matchs, mais après, on l'a aussi vu beaucoup sur les compétitions de sélection nationale, mais en jeune. Aujourd'hui, maintenant, ce qu'il lui faut avant d'aller à Chelsea, c'est des matchs références, des gros matchs références. Et Benfica, c'en est forcément un. Donc, oui, forcément, tu vas t'attendre à ce qu'un Kenda soit au top. Un Trincao qui a une petite. Tu voulais dire quelque chose? En fait, c'est pour compléter ce que tu dis par rapport à Kenda. Euh, En termes de stats, c'est le joueur qui a été le plus utilisé en termes de match. Donc, en sortant de banc et en étant sur titulaire, on est sur 21 matchs. En termes de minutes jouées, c'est pas le premier, mais il me semble que c'est, de ce que je vois, je crois que c'est Pote. Et encore, je crois, je sais pas, à mon avis, il faudrait que je vérifie. Ah non, il y a Yulmand, Trincão, Inacio, Pote, ok. Mais Kenda fait partie des joueurs qui ont quand même été le plus utilisés. Il est septième, pardon. Il est septième. Mais en termes de nombre de matchs, c'est le joueur le plus utilisé. Donc, comme tu dis, c'est venu en montant. Et en fait,
il y a un contexte aussi. Tu es sur une année où il y a un mondial à la fin. Euh, Mm. Si tu t'alignes les performances, que tu arrives à aller au mondial avant d'aller à Chelsea, je pense qu'il y a tout ça qui peut taper dans un coin de ta tête. Et ce genre de rencontre, c'est des matchs où tu dois performer. Et surtout sur un côté où en face, c'est Dal et c'est potentiellement Sudakov. Je pense peut-être que ça sera Arsenal, je sais pas, parce que là, il faudra penser à ce couloir droit qui est très bon du côté du Sporting. Mais ce Kenta peut être un vrai casse-tête pour nous. Enfin, moi, je dis nous, pas de toi. Pas de rien, mais pour nous, communauté fictive, ça peut être un vrai problème. Là où je pense que beaucoup pensent à Trinquant, toi, c'est ce que C'est tu me sûr. disais depuis un moment, beaucoup plus dans le dur. Mais je te laisse nous en parler. Bah, justement, il était beaucoup plus dans le dur, mais là, depuis une semaine, tu vois, il sort d'une semaine où contre Bruges et puis avec le match contre Amadouras, c'est deux matchs où tu as l'impression qu'il reprend des couleurs. Il est buteur dans les deux matchs, c'est peut-être le meilleur joueur des deux confrontations. Et tu te dis, bon, bah, est-ce que ça y est, sa période un peu plus dans le dur, est-ce qu'il sort pas de ces périodes-là? Il y a aussi eu le match alors en Tassa, à Alvalade, c'était le samedi, c'était il y a une dizaine de jours où je crois qu'il met 2 buts et où en fait il est au-dessus de tout le monde. Là, il volait sur le match. Après, c'était contre une équipe d'amateurs, mais il vole sur le match et là tu te dis bon bah en fait ça y est, il a eu sa période de moins bien et il reva de l'avant. Donc c'est forcément aussi un joueur sur lequel tu vas compter. Moi, en fait, si tu veux, aujourd'hui le joueur le plus important de cette équipe, c'est Trincao. Le joueur le plus important, quand je dis le plus important, c'est alors il y a Luis Suarez qui marque beaucoup évidemment, mais Trincao est aussi très 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 important. Euh, mais là où, bon, bah, Trincao, on l'attend tous sur ce genre de match. C'est un peu à l'image d'un Pavlidis à Benfica. C'est le joueur que tu vas attendre, forcément, je pense. Mais celui que j'aimerais vraiment voir émerger sur ce match, c'est Kenda. Et comme tu l'as dit, pour rester un petit peu sur Kenda, comme tu l'as dit, il y a la Coupe du Monde à la fin de la saison. Il y a aussi un autre facteur, bon, alors, qui peut paraître moins important, mais c'est le changement de numéro en tout début de saison, durant le mercato d'été, où il prend le numéro 7. Et, euh, et au début, on peut se dire, ah, c'est un coup marketing. Mais en fait, c'est aussi peut-être, je sais pas ce que tu en penses, mais ça peut être aussi vu comme une façon de s'affirmer. Je rends mon numéro de jeune pour prendre un numéro important et parce que je veux être un élément important de cette équipe avant de partir à Chelsea. Moi, c'est un sujet que j'ai toujours pris à cœur depuis très longtemps. On en parlait même à l'époque sur Golasso. Je l'avais dit à Alex à l'époque, où je disais que pour moi, il voyait pas beaucoup d'importance à l'époque, et depuis, il m'a quand même donné raison sur ce point, c'est que les numéros, ils ont un sens, quoi. À l'époque, quand tu avais Jean Mario qui prenait le 10 et Bernard Silva qui prenait le 11, pour moi, ça représentait un peu la mentale du côté de Bernard Silva. C'était pour moi, à ce moment-là, il n'y avait plus de débat. C'est va prendre ce numéro 10, tu dois le prendre, tu dois assumer les responsabilités qui vont avec. Et le seul joueur qui me contredit sur ça, c'est Jean Neves qui continue à prendre le 87, comme s'il était encore en cours de formation. Peut-être, hein, peut-être qu'on va attendre un prime qu'on n'imagine pas. Mais moi, c'est un numéro, en effet, qui a un sens. Tu vois. Quand Anthony Silva il prend le 4, ça a du sens. Quand Robin Diaz il prend le 6, à un moment donné, en lâchant de 66, tout ça pour moi, c'est tu passes à step pas que marketing, mais aussi en termes de mentalité où c'est bon. Je suis plus le jour de la formation, je suis un joueur à part entière de l'effectif et vraiment, je suis une pièce importante. Je suis limite un nom qu'on coche comme étant le titulaire absolu. J'abuse un peu du truc, mais quand tu prends le 7, que ce soit dans les trois gros, pas que le Sporting, mais là, en l'occurrence le Sporting, il y a un message qui va au travers. Bon, après, Jenny Caetano a pris le 10, non, je sais pas, mais voilà. Mais Kenda, oui, en effet, c'est marquer le coup. C'est avant de partir, laissez-moi faire une saison qui a l'image de mon talent. Donc, ouais, non, pour moi, je suis totalement aligné avec ça. C'est pas que du marketing pour moi. Mm. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Je pense que c'est l'année dernière, c'est la saison de l'émergence. Et cette année, c'est l'affirmation. Et je veux faire une grosse saison avec le Sporting, être protagoniste si il y a un tricampéen et aller au mondial avant d'aller à Chelsea. Quel enfer le tricampion. T'imagines, toi? Pour aller en lesbienne 3 fois le Sporting champion, franchement, faut que je parte. C'est moi le problème, c'est pas autre chose. C'est vraiment, il n'y a pas Rui Costa, c'est juste moi le problème. Le mec, Ou le porte-bonheur. ouais, ouais, ça dépend pour qui, en fait. C'est clair qu'il y aura un sujet. Oui, non, bah, outre Kenda, il y aurait peut-être un nom, on l'avait évoqué. On va peut-être en parler. Je sais pas si ça devient 67, mais Yulmand, on en est où? Qu'est-ce qui devient? J'ai l'impression qu'il va mieux. J'ai l'impression qu'il va mieux. Il a eu un
un début de saison très, très, très compliqué et je pense qu'il y a pas mal de facteurs à prendre en compte. Il commence la saison à côté de Kochorazvili et les 2 sont des très bons joueurs en soi, même si Kocho, finalement, il est sur le banc et il joue très peu. Il Mais m'a ému un peu, hein. Je pensais qu'il allait bah performer de malade, hein. je le pensais aussi, mais en fait, quand tu prends du recul, c'est 2 profils qui sont vraiment identiques et aujourd'hui, c'est la lecture que j'en fais, c'est Yulman partira en fin de saison et Kochorazvili prendra sa place, la saison prochaine. Mais les 2 côte à côte, c'est pas compatible. Il y a aucune complémentarité. Tu as l'impression d'avoir 2 joueurs, identiques et hem et donc Yulman en fait, c'est depuis l'émergence de Simoš, je pense. Depuis que Simoš est venu, a pris la place et joue à ses côtés, j'ai l'impression que Yulman retrouve aussi, des couleurs et ouais, non, après un début de saison, franchement, c'était compliqué, je le reconnaissais pas. Je me disais: «Mais attends, le joueur le plus sûr que j'ai vu depuis 2-3 ans, depuis qu'il est arrivé, c'était le joueur sur qui tu pouvais compter à chaque match, tu savais qu'il allait jamais te décevoir». Est-ce que c'est ce transfert finalement qui n'a pas eu lieu, pardon, du côté d'United ou Non, parce que c'était clair. C'était clair avec le club dès le début. Heu, le club avait tablé sur une vente de Gyökeres. C'était prévu mais le club ne voulait pas vendre les 2 joueurs donc Yulman avait rencontré Varandas et puis tout le board et ils se sont mis d'accord, «Donne-nous encore une saison et puis la saison d'après tu pars». Donc là, normalement, c'est sa dernière saison. OK. Et d'ailleurs, Philon, tu me tends la perche, donc je te pose la question. Finalement, on perd un joueur comme Gyökeres. Ça se passe pas encore très, 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 très bien du côté d'Arsenal. Peut mieux faire, en tout cas, selon moi. Ouais, c'est compliqué et là, si on dévie sur Gyökeres, c'est compliqué. Je sais pas s'il peut mieux faire. J'ai l'impression que ses aptitudes, c'est des apt ses qualités du moins, qui étaient des qualités au Portugal, ne sont plus forcément des qualités en première ligue, Oui, tu vois? Physiquement oui, parlant non, je suis d'accord. Bah, en fait, tu as le et syndrome un peu du jeune qui performe dans un championnat où il a un atout physique énorme, par exemple en U19, et puis quand on passe dans le monde professionnel, bah, il faut faire autre chose que du physique. exact. Là, ça devient plus compliqué. Moi, c'est le ressenti encore que j'ai eu contre Chelsea, tu vois. Donc, j'ai pas envie de beaucoup dévier, mais c'est pour ça que moi, je pense honnêtement qu'il peut mieux faire. C'est-à-dire que je résume pas qu'à ça. Je m'attends pas que ça soit un neuf complet qui puisse absolument tout faire, mais je m'attends quand même à plus, tu vois. Je me dis que c'est Moi, peut-être une adaptation à voir, mais à voir. Moi, je pense que, pour rester un petit peu sur là, après on repartira sur le match, mais je pense que Gyökeres, ce sera un joueur qui marquera des buts contre des équipes, dites mineures, mais qui, sera toujours un danger dans les gros matchs de par sa présence dans la surface et Comme sa présence dans Guirassy. la surface exactement. Aujourd'hui, tu vois qu'un Saka, un Martinelli ou même un comment il s'appelle? Mince, le Belge qui Ouais. joue, sur un côté aussi. Trossard. Trossard. C'est des joueurs aujourd'hui qui, j'ai l'impression, se montrent davantage. Martinelli, il est pas bon du tout la saison passée. Cette année, tu as l'impression qu'il est un peu mieux et je pense que le fait d'avoir un joueur dans la surface, ça permet à ces joueurs-là La d'avoir feinte. exactement et je Et pense que c'est sur ça qu'il faudra compter, c'est sur ça que Gyökeres sera utile. justement, en fait, c'est drôle parce que ça aborde un autre sujet de fil en aiguille. J'allais te demander si tu sens finalement l'absence de Gyökeres se fait ressentir, ou finalement ce collectif qu'on a évoqué au début qui est très très fort, qui se construit de plus en plus, et finalement la dépendance que tu avais auparavant où tu concentrais un nombre majeur de buts sur Gyökeres, aujourd'hui en fait c'est plus trop le cas. Et on peut en parler hein, rapidement au niveau des statistiques, mais tu as Luis Suarez avec 12 buts, Pote avec 9 buts, Gundogan avec 8 buts, Kenda avec 5, Yonidis avec 4. Est-ce que finalement on sent vraiment l'absence de Gyökeres? Est-ce que à la fin ça s'est plutôt bien passé cette transition? C'est dur, je pense, c'est dur de comparer parce qu'en fait, quand tu avais Gyökeres, tu avais moins d'occasions et tu avais moins d'occasions, mais tu avais plus de je veux dire, c'était lui qui était vraiment mis en valeur. Dans le sens où généralement c'est lui qui marquait, tous les buts et cetera. Là, tu as l'impression que cette équipe aujourd'hui, collectivement, elle est beaucoup plus rodée. Le danger vient de partout, tu l'as évoqué, hein, mais tout le monde marque des buts. Tu te crées beaucoup plus d'occasions et hem et aujourd'hui, ce serait alors j'ai pas la stat, ce serait intéressant, qu'on nous le dise, mais est-ce que le Sporting ne marque pas plus de buts cette saison que la saison dernière? Prenons jusqu'au départ d'Amorim, parce qu'après quand il y a João Pereira, c'est un fiasco donc ça va fausser les le comparatif. Mais non, non, mais je pense que en fait, des fois, quand tu regardes les matchs, tu te dis: «Ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir un tueur, dans la surface». Un mec, il lui en faut, allez, 2 actions, un but, mais 2 occasions franches. Je parle pas d'occasions bourbier.
2 occasions franches, un but. Parce que ça, tu l'as pas avec Luis Suarez. Mais Luis Suarez, est-ce que tu enfin moi des fois il me frustre par de par ça, de par le fait qu'il fasse et qu'il ait besoin d'énormément d'occasions. Mais à côté, je me dis: «Ah mais si il loupe autant, c'est peut-être aussi parce il est moins focus de par toutes les courses qu'il fait dans le contre-pressing et cetera et au moment où il doit être focus et au moment où il est dans la zone de vérité, il se loupe parce qu'il a peut-être plus l'énergie, pour. Et je me dis: «Est-ce que tu serais prêt à troquer un Luis Suarez?» Alors attention, hein, mais je parle de profil. Est-ce que tu es prêt à troquer un Luis Suarez pour un Gyökeres afin qu'il s'imbrique tu vois ce que je veux dire? De la façon dont il s'imbrique dans l'équipe? Je parle juste de profil, je parle pas de la qualité des 2. Bah, je suis pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, tu te dis: «Si tu as pas Luis Suarez dans le contre-pressing, peut-être que tu récupères pas les ballons aussi haut et si tu les récupères pas aussi haut, peut-être que tu as moins d'occasions à la fin». Parce que Gyökeres, le contre-pressing dans le contre-pressing, alors il faisait des efforts évidemment, mais c'était pas Luis Suarez. Luis Suarez, il est fougueux quand même et je pense qu'en termes de course, Luis Suarez, ça doit être plus important que Gyökeres. Mais à la fin, lui, tu vois, ce qu'on disait, il a mis 12 buts et à chaque match, il marque, mais à chaque fois, tu sors du stade et tu te dis: «Bon, il a marqué, mais qu'est-ce qu'il a loupé?» Et quand tu vois ça, quand tu vois ça et que tu vois les 12 buts, tu te dis: «Non mais» à un moment donné, c'est juste que l'équipe se procure énormément d'occasions et qu'à la fin, lui, il marque. Mais Ouais, faut regarder ça en termes d'occasions créées, où vous en êtes, mais ce que je t'avais montré juste avant qu'on démarre le podcast, c'est vous êtes l'équipe qui a le plus d'XG par match. En moyenne, vous êtes à 2,58. Donc, nous, je crois qu'on est à 2, mais c'est énorme en soi. C'est énorme. mmh et tout ça, c'est à mettre pour moi au crédit de Rui Borges. Parce que la simplicité, ça aurait pu être de dire: il y a un système de jeu qui fonctionne, les joueurs le connaissent, on part sur ça. Et dans le podcast qu'on avait fait sur le Sporting, quand je disais: «Les joueurs évoluent, les joueurs apprennent», c'est aussi valable pour les entraîneurs. Je pense qu'on est dedans avec Rui Borges. Ce sera probablement pas un entraîneur qui ira un jour à Manchester United, à Chelsea, je pense pas. Mais je pense que ce sera un très bon entraîneur du championnat portugais. Et aujourd'hui, il avait des défauts que je retrouve moins. Quand il arrive au Sporting, alors il y a ce premier match contre vous avec la victoire et cetera, mais c'est plus tu peux pas le juger sur ça. Après, il y a cette période, je sais pas si tu te souviens, où l'équipe passe à 4 derrière avec 2 Bastes au milieu Oui, et il y a pas mal de c'est pas mal aussi. c'est il y avait quelques résultats, mais en coupe d'Europe, ça passait pas. Il y a le match contre Leipzig là-bas où je crois que tu fais nul de mémoire. Il y a la double confrontation contre Dortmund et en championnat, à un moment, ça coince. Il y a un moment où ça coince et ça intervient à peu près au moment où vous nous passez devant, enfin nous, vous passez devant le Sporting et il y a votre match contre Arouca. Et après ça, tu as l'impression qu'il se dit: «Si je continue avec ce que je veux mettre en place, on gagnera pas le titre et le plus important, c'est de finir cette fin de saison et gagner le titre». Je repasse à 3. Je parle avec mes joueurs et je leur dis: «Vous voulez qu'on repasse sur quelque chose que vous connaissez? Pas de problème, on repart sur ça». L'équipe repasse comme ça, ils gagnent le titre et cette saison, il a voulu s'affirmer en disant: «On rejouera de la façon dont j'ai voulu faire jouer l'équipe». Et moi, au début, je me disais: «Mais il pourquoi il fait ça?» Est-ce que c'est une question d'ego? De vouloir se dire, «J'ai une équipe qui gagne, mais je veux poser ma patte sur cette équipe, donc je veux passer à 4 et je veux changer pour un jeu plus positionnel» et cetera. J'avais du mal avec ça. Je me disais: «Est-ce que c'est une question d'ego?» Parce que quand tu es une équipe qui gagne, quand tu es une équipe qui est rodée, qui sait ce qu'elle doit faire et cetera, pourquoi tu veux tout changer? Et il m'a fallu un peu de temps, mais après à un moment, je me suis dit: «Mais Yacine, heu, imagine que ça se passe pas bien cette saison et qu'il soit démis de ses fonctions. Est-ce qu'on lui reprochera pas de pas avoir à poser sa patte de pas avoir posé sa patte sur cette équipe?» Il a gagné le titre. Maintenant, il veut tourner une page. Il veut plus que ce soit le Sporting d'Amorim, il veut que ce soit le Sporting de Rui Borges. Et si ça fonctionne, ce sera pour lui, ce sera à mettre à son crédit. Et si ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave. Il aura testé et puis le Sporting repartira avec un nouvel entraîneur et cetera et pour le moment, ça se passe très bien. Exactement et c'est un petit peu ce qu'on pouvait reprocher à l'époque bon, là, c'est encore autre chose, mais au PSG, tu sais, quand il y avait les Pochettino et cetera et qui sortaient jamais Messi, qui sortaient jamais Neymar ou Mbappé et on disait: «Mais affirme-toi, tu peux pas être passif sur ton banc, affirme-toi, ça ne passe pas par ces joueurs-là parce qu'il y a pas les efforts qui sont faits, affirme-toi. Si tu t'affirmes pas, tu vas vivre le même enfer que tous les entraîneurs qu'il y a eu avant toi. Ils vont accepter, ça va pas bien se passer, ils vont se faire virer». Bah, lui, il a décidé de mettre sa patte sur l'équipe. Ça se passe très bien pour le moment et
À la différence de la saison dernière, je pense que quand il a voulu faire ses premiers changements, je crois que c'était janvier-février, cette saison, ça marche. Et comme tu l'as dit, le baromètre, pour moi, c'est la Coupe d'Europe. Et en Coupe d'Europe, bah, tu es sur un très, très beau début de parcours. Là, je crois qu'ils sont quasiment qualifiés, au moins pour les playoffs. Que oui, je crois qu'ils sont entrés top 8, même. Ouais. Ils se rapportent du top 8. Non, mais et après, je sais pas comment se finit pas. Ah, il y a le PSG, il n'y a pas Arsenal aussi, je crois. Non, 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 il y a il y a le Bayern. Il y a le Bayern mercredi. Merde. Alors, il y a le Bayern mercredi, il y a le PSG. Et après, oh, j'ai un trou de mémoire, désolé. Il y a un dernier match. J'ai un trou de mémoire. Est-ce que je peux te trouver ça rapidement? Est-ce que je peux te donner ça? On a le Bayern, tu l'as dit, on a le PSG et on a nos amis de Bilbao. Tu vas à Bilbao. Exactement, oui, Bilbao. Tu vas à Bilbao. Bilbao. C'est pas facile. Non, tu finis avec 3 gros matchs compliqués. J'allais te dire, si tu prends encore un point, est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce qu'on t'en voudra? Je suis pas sûr. Si Après, tu ça faisais dépend. Si le PSG est qualifié, est-ce t'as 10 que. points. T'as 10 points. Ouais. Là, actuellement, tu as 10 points. Donc, dans les faits, tu es quasiment sûr d'être qualifié à 10 points. À 11 points, Mm. c'est plié. Mais 10 points aussi. Donc, tu sais, Mourinho est confiant avec 3 points. Je pense que Sporting peut être. Bon, vas-y. On n'est pas à ça. On n'est pas à ça. Après, non, bon, pour peut-être finir sur Rui Borges, c'est un coach, pour l'instant, qui me fait mentir dans le sens où il montre des idées que peut-être que je ne voyais pas mettre en place, mais c'est cohérent, c'est pragmatique. Et en fait, au niveau des datas, de ce qui en ressort, c'est que c'est hyper complet. En fait, dans toutes les zones, dans toutes les parties, enfin, dans toutes les parties du match, que ce soit en transition, que ce soit en possession, en jeu positionnel, pardon, c'est très très bon. Je pense que ça risque de se refléter ce week-end. Après, on le disait aussi en off, peut-être le seul bémol, c'est qu'on n'a pas encore eu un grand, 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 grand Sporting lors des gros matchs du championnat depuis l'arrivée de Rui Borges. Donc, est-ce que ça sera peut-être le match? Tu vois, on va parler, vous inquiétez pas, hein, c'est pas un podcast que sur le Sporting, mais il faut parler énormément du Sporting aussi pour ce match. Mais est-ce que ce match-là, pour le Sporting, c'est pas le match qui va te confirmer beaucoup de choses, qui te permet d'éloigner aussi un rival et vraiment de rentrer dans une lutte à deux avec Porto si ça se passe bien? Et de confirmer peut-être tes mini-doutes et vraiment te dire, OK, on est vraiment sur une saison, on a quelque chose à faire, quoi. Oui, mais est-ce que tu surperformes pas si tu bats Benfica chez eux? Et on en revient un peu à ça. Pour moi, les matchs références, ma lecture de cette saison, par rapport à ce match-là contre Benfica, c'est qu'il faudra pas perdre. Même si Porto euh, te remet encore derrière 2 points parce qu'ils vont gagner, si toi tu fais un match nul et que Porto te remet 2 points, c'est pas grave. Tu les rejoues au Dragao en février de mémoire. Et puis après, il y a vous en avril, si je dis pas de bêtises. Et c'est ces matchs-là qui seront vraiment importants. Là, si Sporting vous bat, ce sera très bien et forcément, ce sera un match de référence. Mais pour moi, vraiment les matchs les plus importants, ça va être Porto, Dragao et ça va être Benfica, voilà. C'est sur ces matchs-là qu'il faudra pas te louper. Là, si tu perds, la saison elle est encore super longue, elle est encore très très longue. Perdre, non, perdre sera un échec. Mais faire un match nul, un peu à l'image de la saison dernière. Alors c'est encore un autre contexte, hein. La saison dernière, c'était le derby du siècle, mais qui a fait pchit d'ailleurs. Mais un peu à l'image de la saison dernière, si tu récupères, tu sors de chez vous, de Stade Alouche, avec un point. Je pense pas que ce soit vu comme un échec. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que Rui Borges, il gère vraiment sa saison comme un marathon. Il n'est pas sur Tu un penses? sprint. Tu penses que sur ce match, il va se dire, OK, c'est Benfica finalement qui est en danger? Mm. Son orphe- OK. Parce que moi, j'ai du mal à Et voir je pense que, une vision comme ça. mais attention, je pense que c'est Sporting qui aura le ballon, ce sera Sporting qui sera protagoniste. Mais je veux dire, Ils vont pas se mettre s'il en y a un. danger. Ouais, je pense pas. Moi, si aujourd'hui tu me dis c'est quoi ton prono, je pense que ce sera un match nul. OK. Je vois pas, parce qu'en fait, vous êtes aussi très très fort en transition. Je vois pas, tu vois, c'est pas comme si le Sporting tout de suite a un besoin important de points.
ils vont pas prendre des risques, ils vont pas surpondérer leurs risques au risque de se prendre une transition, de perdre un zéro. Et je vois pas ce scénario-là. Je pense que Rui Borges, il voit vraiment la saison comme un marathon, et la période fatidique, ça va être février après. C'est celle-là où il faudra pas se louper. Là, il y a Non, je sais pas ce que ça me tu en paraît penses. cohérent. Non, ça me paraît cohérent. Ça, en fait, c'est même à l'image de Rui Borges. C'est quelqu'un qui peut être intelligent et j'ai même à te dire un truc, c'est que j'ai hâte de voir les conférences de presse d'avant-match de chacun des deux hommes parce que mine de rien, il n'est pas si mauvais dans le domaine Rui Borges. Il est plutôt intéressant. J'ai l'impression qu'il même il progresse sur cet aspect-là. Et il y a une forme de respect envers Mourinho qu'il a déjà montré au début de la saison, enfin quand il y a eu l'annonce. J'ai envie de voir comment il va en parler. Et je pense qu'il va y avoir un match dans le match entre les deux. Je pense vraiment que ça va se décider peut-être là. Tu vois. Mais je pense que ce sera la clé du match, justement. Ce sera les deux entraîneurs. Et c'est le principal danger, enfin danger, c'est un bien grand mot, mais une des lacunes de Rui Borges, pour moi, c'est la lecture des matchs et la prise de décision. La préparation des matchs, il y a aucun problème. Mais si on se repenche notamment sur le match contre Porto, tu pas mauvais contre Porto. Mais à un moment donné, quand il y a des choix qui sont faits par Farioli qui te mettent en difficulté, et Rui Borges il trouve pas les solutions. Et là, et pour moi, la force de Benfica, parce que si on compare les effectifs, les équipes, etc., je pense que Sporting est favori. Mais je pense que les capacités, enfin les choix que peuvent faire Mourinho durant le match peuvent poser problème à Rui Borges, et j'ai mis des doutes tout de suite sur ses capacités à finalement à offrir du répondant à ça. Et aujourd'hui, pour moi, ça va être le facteur X de cette de ce match, c'est comment les deux entraîneurs vont réagir sur le porte-terrain, et comment ils vont se répondre les uns les autres. Je suis, euh, je suis d'accord sur ce que tu dis et ça va nous amener, je pense déjà sur l'autre partie du podcast qui est finalement Benfica. Et je sais pas si tu as un peu suivi nos performances récemment ou on va dire peut-être enfin, nos querelles, nos débats, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais pour parler de Mourinho, il y a eu ce coup de gueule de Mourinho après ce match contre l'Atlético, où en fait il descend son équipe sur l'attitude sur la première mi-temps. Il y a ce match par la suite contre l'Ajax, où j'estime que tu fais pas, enfin tu fais un match qui est correct, pragmatique. Tu sais à peu près ce que tu veux faire. Tu veux laisser le ballon à l'Ajax et les tuer quand il faudra les tuer. Donc, tu as ce but sur corner. Sur corner, je crois qu'on est plutôt pas mal cette saison, notamment depuis que Mourinho est là. Et ensuite, tu as, ce but en fin de match de Barreiro qui vient récompenser, je pense, son bon match. Mais on pourra l'évoquer aussi. Cette utilisation à ce poste-là, pareil, je sais pas si tu as suivi, mais le fait qu'il soit très proche de Pavlidis, limite comme un 10. Beaucoup de gens en Portugal qui s'amusent à l'appeler le Saviola du Luxembourg, de manière ironique. Donc voilà pour l'image. Et tu as ce match ce week-end à Madar qui était pour moi un match piège. Et on a pu voir, on a pu constater, c'est un match où on gagne sur les 5 dernières minutes. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé un match où on retourne complètement une rencontre, on perdait 1-0 et honnêtement, je pensais que c'était perdu. Et on arrive à ressortir de là avec ces 3 points, avec Prestiani qui entre en jeu et Pavlidis qui marque sur la fin après un beau travail de Sheldrup dans la surface. Euh, Derrière ça, tu sens que c'est une victoire qui a remobilisé pas mal le vestiaire, la réaction sur le deuxième but. Ça faisait longtemps qu'on voyait pas ça. Mais pour moi, tu arrives quand même sur cette rencontre face au Sporting avec beaucoup, 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 beaucoup de doutes. Encore une fois, là, on parlait d'un Sporting qui est complet sur toutes les phases de jeu et qui est sûr de ses forces. J'ai l'impression que sur leur 11, tu peux sortir un joueur, en mettre un autre, ça va pratiquement jouer de la même manière. Benfica, c'est pas du tout ça. C'est un Benfica où tu as des joueurs qui, comme chaque année, j'ai du mal à évoquer les choses sans évoquer le fait qu'on fasse des bêtises qui se répètent constamment. Mais où on a, par exemple, un Sudakov qui est pour moi mal exploité et les gens vont lui tomber dessus assez facilement, mais en fait, il joue ailier gauche constamment. Il joue pratiquement pas à son poste, qui est pour moi en tant que soit troisième milieu, soit vraiment derrière l'attaquant. Et j'ai l'impression que moi, ses meilleurs prestats, il les fait quand il est vraiment plus proche de Pavlidis.
Et le sujet aujourd'hui, c'est en fait qui peut être ton ailier gauche, en sachant qu'aujourd'hui, ton ailier droit, tu ne l'as pas non plus, parce que Luke Bacchio est blessé. Et tu as cette montée de Rodrigo Rev, je sais pas si tu as suivi ça aussi un peu, qui est le petit jeune qui est monté de la baie, mais qui, avec tout le respect, c'est un Thiago Gouveia, voilà, beaucoup d'efforts, beaucoup d'envie, mais qui pour moi, c'est pas un coup de com', mais la part de Mourinho, ça va pas durer, quoi. Pour moi, c'est un truc février-mars, on ne le revoit plus, il retourne en B. C'est pas un joueur qui a pour moi l'étoffe d'être un joueur dans la A, mais c'est un joueur par contre qui a toute l'attitude et toute l'envie, et sur ça, on peut pas lui en retirer. Ma question c'est, Mais attends, je te coupe 2 secondes avant que tu poses cette question-là, mais c'est ce coup de poker qu'il a fait en faisant monter un jeune qui n'était pas forcément le plus talentueux, c'est des choses qu'il a souvent fait dans sa vie, hein. Enfin, que ce soit avec des jeunes ou avec des remplaçants, quand il voulait bouger un petit peu Casillas au Real, ou il y avait ce joueur à la Roma, j'ai oublié son nom, qui ensuite a eu un problème de cœur, qui était à la Fiorentina par la suite, etc. le milieu de Le milieu de terrain, terrain. je sais plus son nom, mais je vois très bien. Mais c'est des coups, c'est des coups de poker qu'il fait. Et je pense que quand il fait ça, ou même quand il avait sorti McTominay pour bouger un petit peu, pour remettre en cause Pogba quand c'était à Manchester United, évidemment, McTominay n'était pas Pogba à ce moment-là. Et, mais il le fait pour montrer à ses joueurs phares, regardez, ce joueur-là, il a envie. Et moi, je récompense l'envie. Vous avez beau être vous avez beau être talentueux, être les meilleurs. Moi, ce que je veux, c'est des joueurs qui, à la fin du match, ont mouillé le maillot et ont tout donné. Chose que vous faites pas forcément, donc je préfère vous mettre ce jeune-là. Et je pense pas que ce soit un joueur, comme tu dis, qui perdurera dans le temps, mais c'est censé être un électrochoc pour les joueurs phares. Ah, pour moi, il y a de ça. En effet, j'y ai pensé aussi, j'avais plus vraiment les noms en tête, mais j'avais vu passer l'épisode de McTominay avec Pogba à l'époque. Mais tu vois, pareil, il l'utilisait limite comme un 6, alors que finalement, McTominay est plus intéressant plus haut. Moi, ce qui me gêne, c'est plus, en fait, pour moi, il y a un double message. Un message pour la direction, qui veut dire j'ai besoin de renfort à ce poste-là. Tu verras que pour moi, on verra du renfort arriver à ce niveau-là. Il y a l'autre message, c'est aussi, pour moi, je regarde beaucoup l'aspect. Pour moi, il regarde beaucoup l'aspect physique. Il faut des mecs vraiment très, très, très physiques. En fait, il a une idée en tête d'un profil pour son schéma, il y déroge pas. C'est là où ça m'emmerde un peu parce qu'en fait, des ailiers percutants au sein de notre formation, euh, t'as Eduardo Fernandez, mais qui est encore peut-être assez jeune et qui vient de faire ce premier match avec la B ce week-end et qui a pris un rouge, d'ailleurs. Mais il y en a pas 10 000. Et moi, je suis plus. Ce qui me va pas, en fait, c'est que il a un discours très porté formation. Il va à la cantine du club. Il y a beaucoup de com autour de ça. On le voit dans la tribune tout seul, dans les matchs de l'équipe B qui regarde les jeunes. Alors, j'entends qu'il fasse attention. Mais moi, j'aimerais voir récompenser aussi ceux qui ont le plus de talent. C'est-à-dire qu'aussi, c'est facile de faire entrer, par exemple, Rodrigo Rey quand Luke Bacchio est blessé parce que tes concurrents, c'est Prestiani et Sheldrup et que tu leur montres peu d'intérêt. Mais par exemple, Enzo que j'aimais beaucoup sur ce début de saison. Au début de saison, j'ai beaucoup de mal en ce moment, notamment sur gestion de ballon où je le trouve nullissime, mais vraiment nullissime. Par exemple, il est jamais inquiété et un Richard Rios n'est jamais inquiété non plus. Et moi, pour moi, c'est plus une question de prix à ce niveau-là. Alors, tu peux me dire, ouais, Ivanovic, il joue quasiment pas et du coup, il y a un contre-argument, ok, mais par exemple, un joueur Vlos qui est avec l'équipe depuis le début, qui vient de la formation, qui pour moi avait bien débuté et qu'on a vu disparaître directement, bah il a pas le droit à quasiment du temps de jeu. Il a quasiment aucun temps de jeu parce que pour moi, il joue en concurrence avec Sudakov. Et Sudakov, des fois, passe pas mal à côté de son match. Et en fait, il va toujours chercher les 4-5 mêmes joueurs. Donc, Rodrigo Rey vient à droite cette place de titulaire contre National, mais je suis quasiment sûr et certain qu'il ne jouera pas contre le Sporting. Et c'est là où pour moi ça s'arrête en fait. C'est que ce message, il est beau, il est sympa sur des matchs où tu peux le faire. Contre l'Ajax, il rentre à la 91e. Tu vois, donc il joue contre l'Atlético, contre l'Ajax, il joue pas parce que le match est beaucoup trop important pour lui. Et contre le Sporting, je suis quasiment sûr qu'on verra la même chose. On verra quasiment pas d'ailier. Tu verras peut-être Prestiani parce qu'il marque ce but contre National, mais tu verras pas Sheldrup. Tu verras, je pense que le schéma, ça va être Orsnes, Prestiani, Sudakov, Rio, Senzo. Tu vois. Et donc, en Mm. fait, se récompenser à la perf, etc. Je comprends l'idée de vouloir réveiller les autres. Peut-être que là, il a récupéré Prestiani en ayant fait jouer Rego. Ok. Mais j'ai beaucoup de mal parce que j'ai l'impression que ce management, aujourd'hui, c'est pas ce qui fonctionne le mieux, tu vois. Notamment avec les jeunes.
Alors, je suis d'accord avec toi. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Après, c'est Mourinho, on a évoqué des exemples pour faire bouger un peu ceux qui s'étaient un petit peu endormis, mais c'est clair que c'est pas l'entraîneur de la formation. J'ai aucun souvenir de jeunes sortis ici ou là de la formation, que ce soit à Chelsea, alors United, tu vois, je sais même pas si c'est lui qui sort Lingard et tout, à vérifier, mais je pense pas. Mais j'ai pas forcément en tête énormément tu vois, je pourrais pas te citer 10 joueurs sortis de la formation sous Mourinho. J'en ai pas. J'ai Lassana Diarra, peut-être à l'époque, quand il est à Chelsea. Mais sinon, j'en ai pas forcément tant que ça. En fait, tu Euh, sais, confiance à des jeunes comme ça, t'as allez, Varane, comme tu dis. mais c'est des joueurs qu'il a achetés, c'est des joueurs qui sont achetés, c'est pas des joueurs qui Oui, sont formés voilà, au club. c'est ça. Non, mais parce que Parce tu que vois, chez vous, il y a la Prestiani qui formation, a c'est acheté. le truc du jeune. Tu vois, le truc Ouais. formation, ça peut être le jeune aussi, tu vois. Mais je sais pas comment t'expliquer. Justement, j'ai du mal avec le fait que on connaît ton passif en tant qu'entraîneur qui date d'il y a plus de 20 ans. Voilà, tu étais un énorme coach et il n'y a pas de sujet. Mais pourquoi vouloir absolument se donner cette image de coach qui regarde la formation quand finalement, moi, honnêtement, les joueurs qu'il a fait monter, que ce soit Ivan Lima ou Rodrigo Rego, honnêtement, malgré le fait qu'ils fassent du bon taf au niveau de la baie, ils ont un plafond qui est limité et qui leur permet pas d'être à terme des joueurs en A qui vont performer. Alors, tu vas toujours entendre le truc de ouais, mais là, si ça marche et que ça prend, il mouille le maillot, là, il y a une révélation, nanana. Ok, mais j'en ai pas 10 des exemples comme ça. Je crois que j'en ai même pas 5 à Benfica. Des mecs qui sortent un peu, tu vois, il y avait Ferro, et Ferro, c'est devenu ce que c'est devenu derrière. Aujourd'hui, il traîne à Estoril. On l'embrasse, hein, mais c'est très compliqué. Et j'en ai pas 10. Tu vois. Et moi, c'est là où j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire que pour moi, le Après, discours aussi, il est pas bon. Genre, pour les autres qui sont dans une évolution, mais qui vont peut-être être mis de côté parce que les demandes de Mourinho, par exemple, Rego et Van Lima jouaient beaucoup en équipe B. À un moment donné, il y a aujourd'hui, on joue en 3-4-3 avec la B. J'ai l'impression que c'est une demande de Mourinho parce qu'à terme, j'ai l'impression qu'il veut passer sur ce schéma-là. en fait, j'allais t'amener un petit peu sur ça aussi, mais je pense que c'est ce à quoi doit, et je sais pas si c'est d'accord, mais c'est ce à quoi, ce que Mourinho doit faire à terme, il doit passer sur un 3-4-3 avec l'équipe première. Tu évoquais le cas Soudakov, mais en fait, vos carences, c'est que vous avez pas forcément d'ailier, je sais. Tu vois, Sheldroup, on va pas, tu vois, comment dire? Mais on va pas reprocher à Mourinho de pas avoir donné sa chance à Sheldroup. Sur les premiers matchs contre Rio Ave, sur les premiers matchs quand il arrive, Mourinho, mais Sheldroup, il lui rend pas. Il lui rend pas. Et à un moment donné, Mourinho, il a besoin de résultats aussi. Je veux dire, c'est pas. En fait, et ça va un petit peu englober tous les jeunes, mais si Simoche a réussi à s'imposer au Sporting, c'est aussi parce que le contexte autour du club est positif. Pour moi, je comprends ce que tu veux dire par rapport aux jeunes à Benfica, mais tu en envoies aussi certains au feu tout de suite. Et est-ce que envoyer tes meilleurs jeunes en équipe première tout de suite à Benfica, c'est pas. Et c'est les envoyer au feu déjà pour dans un premier temps, mais si ça se passe pas bien, est-ce qu'on va pas dire, regardez, on sait même pas gérer les jeunes à Benfica, dès qu'on a un jeune talentueux, il y a même pas une question de contexte à prendre en compte, on les envoie au feu, ça se passe pas bien et on s'étonne que ça se passe mal. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je pense qu'aujourd'hui, étant donné qu'il a besoin, parce que là, ça va, déjà, tu le vois à sa tête. Entre le moment où il est arrivé et aujourd'hui, il a plus la même tête. Mais vous, en termes de points, non, mais c'est qu'en fait, en termes de points, c'est pas encore l'urgence, mais tu t'en approches doucement, mais sûrement. Le mois de décembre, pour moi, Il est fatidique. Soit Sporting, tu remontes la pente, soit ouais, t'es KO, c'est fini. Ouais. c'est Soit tu remontes, soit c'est fini. ouais. Mais, et je pense que lui, tout de suite, il doit se dire, sur qui je vais vraiment pouvoir compter pour faire la saison. Bah, moi, je pense que Richard Rios, et tu vas être peut-être d'accord avec moi, mais je pense que tu comptes sur lui. Tu sais que c'est peut-être une période un peu où il est un peu dans le dur, mais tu sais qu'il va te le rendre à la fin de la saison. Ce sera pas, alors c'est pas le top joueur que tout le monde imaginait qu'il serait, ceux qui l'avaient pas suivi au préalable, parce qu'il y avait une hype autour de lui et tout, mais ça reste un joueur sérieux. Euh, tu vois, je pense que t'as certains joueurs qui sont un peu les fondations de ton équipe. Il faut pas que tu les brusques non plus, dans le sens où il faut que faut que tu les relances sans les brusquer. Parce que si tu les brusques et que tu les perds, c'est beaucoup plus compliqué pour finir la saison. Et je pense que c'est plus du management qu'autre chose. Et, et puis pour les jeunes, ils s'intéressent aux jeunes, mais tu vois, tout de suite, tu vois, João Neves, quand il arrive à Benfica, avec l'équipe première, il est dans un cadre qui est assez favorable pour qu'il s'impose. Il y a le départ d'Enzo, l'équipe est leader, ça gagne tous les matchs. Et lui, il rentre dans l'équipe à ce moment-là. Et c'est la même chose pour Simoche au Sporting. Moi, je pense que si Simoche il rentre sous João Pereira, c'est pas la même histoire.
Et même s'il a un an de plus, je veux dire, s'il a un an de plus, qu'il a affirmé comme il l'a affirmé aujourd'hui, s'il vient sous Joao Pereira où ça perd tous les matchs, où tout est compliqué, c'est des bourbiers à chaque fois, moi je suis pas sûr qu'il fasse le début de carrière qu'il est en train de faire. Ou ça parle maintenant de lui peut-être à la Coupe du Monde dans quelques mois. Je suis d'accord avec toi sur le fait que pour intégrer du jeune, il faut le faire souvent quand ton équipe va bien. Après, le truc, c'est que moi, j'ai pas mal d'exemples chez nous. Félix, après, c'est Félix, mais c'est quand on est en pleine crise. Renato, pareil, c'est quand on est en pleine crise. Ruben Dias, c'est la même chose. Semedo, Guedes, c'est parce qu'en gros, tu remplaces des joueurs qui sont partis, mais bon, tu es quand même champion de titre, ok. Mais Est-ce que tu as des gros leaders autour d'eux pour les encadrer? alors, c'est ça. C'est que tu as un vestiaire qui te permet d'avoir des références et donc tu sais que tu arrives dans un climat où c'est OK. Mais moi, je suis pas pour, par exemple, envoyer tous les cracks de la B ou des U19 ou là, les U17 qui ont été champions en A. C'est pas tant mon discours. Mon discours, c'est plus, tu as un groupe qui s'est défini dans la A. Par exemple, moi, le cas le plus criant, et c'est vraiment le cas où j'en veux le plus, c'est Jean Vlos, qui est pour moi un 8, qui peut jouer très proche de la surface limite un peu 10. En fait, il a un profil qui va s'assimiler beaucoup à ce que fait Sudakov et qui est très complémentaire avec Enzo et Richarius. Et on l'a vu avec le Fenerbahçe en pré-saison. C'était pas juste un moment où tu te dis, ah ouais, il surperforme sur un match. Non, c'est vraiment un mec qui est bon. Autant les autres, par exemple, que Gonzalo Oliveira, le défenseur, joue pas, c'est pas un problème. C'est sa première saison en B l'année dernière. Enfin, il était déjà rentré un peu l'année dernière, mais là, c'est vraiment sa première saison. Il fait la bascule entre les deux parce que pour moi, il va vraiment s'affirmer l'année d'après. Là où je peux en vouloir, par exemple, c'est quand Mourinho passe sur un 3-4-3 et que, par exemple, il va mettre Antonio Silva axe gauche. Et c'est là où moi j'ai beaucoup de mal. Parce que, en fait, là, tu rends ni service au joueur et tu envoies un mauvais message à la baie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour moi, j'ai besoin d'un profil dans ce schéma-là. J'ai besoin d'un défenseur type Inacio, gaucher, qui soit bon à la relance, qui défend très bien, qui puisse mettre à l'aise mon latéral. Non pas quand Antonio Silva ne puisse pas le faire, mais à la relance, sur ce 3-4-3, tu dois avoir deux défenseurs qui, pour moi, balle au pied, peuvent te casser des lignes, peuvent te trouver des lignes de passe compliquées et du jeu long. Et Antonio Silva, déjà qu'à droite, c'est pas non plus, ça va, mais c'est pas Thomas Araujo. À gauche, c'est encore plus compliqué. Et Otamendi, c'est la même chose. Et sur les peu de fois où j'ai vu ce 3-4-3, j'aurais voulu voir Gonzalo Oliveira s'installer en tant que défenseur axe gauche. Mais ça, c'est des micro-moments, tu vois. C'est pas Non. si grave, genre. Mais Je suis, mais je suis désolé, je te coupe, mais je suis d'accord avec toi. Mais en fait, si tu mets Gonzalo Oliveira à ce moment-là, il y en a un des trois qui va sur le banc et le message que tu leur envoies, il est catastrophique. Il est là le problème. C'est qu'en fait, si tu mets Antonio Silva sur le banc, c'est quoi le message que tu envoies? C'est, écoute, mon grand, même si on passe à 3, tu peux pas jouer dans notre défense à 3. Le message, il est catastrophique pour le joueur. Tu le tues. Idem pour Thomas Araujo. Il y en a un qui doit sortir et tu sais c'est qui doit sortir des 3. S'il y en a un des 3, Moi, je sais mais il qu'il ne veut sortira pas pas. sortir. Non, mais on parle de la même personne. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que, en fait, c'est ton seul leader, entre guillemets, qui te fait encore une bourde sensationnelle. Donc, on parle d'Otamendi, qui te fait une énorme bourde contre le National d'Amadel sur un moment du match où je pointe ce que je suis en train de dire. Il fait cette bêtise parce qu'il joue défenseur axe gauche, qu'il est sous pression et qu'il n'a pas de pied gauche. Et donc, à la place de peut-être la mettre en touche et d'envoyer un long ballon, il tente une relance hasardeuse qui te fait une occasion de but. Et honnêtement, c'était peut-être la deuxième occasion du match. Le National gagne 1-0, on est en fait peut-être deux frappes à ce moment-là. Donc c'est un scandale pour moi. C'est-à-dire que déjà, de jouer avec ces deux-là, pour moi, en championnat, dans des rencontres où tu as le ballon constamment, c'est du suicide. Enfin, c'est pas du suicide, mais c'est se mettre une balle dans le pied. C'est se tirer une balle dans le Mm. pied. Moi, quand tu vas à Porto, que tu as, je vais très mal le dire, mais Kivior, soit qui était à Arsenal, Kivior. Kivior, Ouais, Kivior. qui est quand même bon à la relance, tu vois. Il est meilleur défenseur axe gauche, il est très bon à la relance. T'en as un des deux qui est plutôt bon. Mais après, t'as une équipe, même si elle est plutôt pragmatique. Je veux dire, t'as Inacio au Sporting, qui est très bon en étant gaucher, balle au pied. Aujourd'hui, dans le football moderne, t'es obligé d'avoir à peu près ce défenseur qui soit bon balle au pied. À peu près dans toutes les équipes, tu l'auras. Tu vois, quasiment. Et le problème, mais le problème, en fait, à Benfica, c'est que tu l'as pas. Pourquoi? Parce que Thomas Araujo, c'était censé être ce joueur-là à la base. Si tu prends et tu vois, on en a déjà parlé pas mal de fois, mais dans un monde idéal, c'est Otamendi, Thomas Araujo il y a 2 ans. Et Thomas Araujo est ce relanceur et Otamendi est entre guillemets un peu ce stopper. Mais
Thomas Araujo part en prêt. Et il y a tout ce qui se passe au niveau de l'axe avec Morato, etc. Et Antonio Silva prend la place. Et là, tu es sur un profil pas forcément bon à la relance, etc. Mais il est tellement bon sur cette première saison qu'il s'impose. Et après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes encore Otamendi et tu le gardes et tu le gardes et tu le gardes. Mais en fait, à un moment donné, si tu fais une défense complémentaire, c'était Antonio Silva, Thomas Araujo. Et à la rigueur, tu vas chercher Gonzalo Oliveira aujourd'hui pour être ton troisième central. Mais t'as un Le autre bémol, truc c'est aussi, à qu'aujourd'hui. l'époque, tu avais Grimaldo, défenseur axe Et gauche, t'as- qui à la Oui, relance arrivait à ressortir très facilement. Tu vois, tu avais Carreras encore l'année dernière qui allait. Là, tu as Dalle, que moi j'aime bien, mais c'est plus peut-être subjectif, mais qui sous pression, pareil, on va repasser sur Otamendi. Et là, tu as le triangle un peu Otamendi, Trubin, Otosiva, qui sait pas sous pression vraiment, ne sait pas vraiment quoi faire avec le ballon. Tu vois. Donc là je sais déjà sur quoi on va aboutir. Le vrai problème, oui, c'est Otamendi, tu vois. Le véritable problème, c'est Otamendi parce que tout ce qu'on est encore aujourd'hui, on essaie d'annoncer comme étant de l'expérience, qui fasse du bien, qui est un leader de 30 et quelques années. Enfin, on est déjà sur 2-3 bourdes sur ce début de saison ça aurait pu encore coûter des points sur ce match face à National. Ça en a coûté contre Rio Ave, contre Santa Clara, pardon. Enfin, c'est répétitif. Et pour moi, ce discours de Mourinho, il n'y a pas de titulaire, etc., et de donner une fausse concurrence entre les trois, c'est-à-dire qu'en fait, Otamendi, il joue juste pas quand il faut nettoyer les cartons jaunes ou quand c'est un match de coupe. Et encore. Mm. Donc, je veux bien qu'il ait de l'envie, qu'il ait besoin de jouer, qu'il soit tout le temps performant, que ce soit un exemple sur cet aspect-là. Mais sportivement, sur ce que doit faire cette équipe-là avec ballon, pour moi, Mourinho se tire une balle dans le pied. Et donc, est-ce qu'à terme, l'idée, c'est pas basculer peut-être à un moment Manu, qui est revenu de blessure après les ligaments, qui a aussi cette palette avec Imala, je le faisais, de jouer défenseur, et qui est gaucher et qui est bon à la relance, peut-être que ça passera par là, tu vois. Mais à un moment donné, oui, mais tu t'en as un des passes à trois des joueurs. qui. Ouais, mais si tu veux jouer à 3 Ça veut derrière, dire que tu t'en as un de passes trois par qui qui c'est sort. 3. Bah ouais, Mais je suis tu vois, à un moment donné. d'accord. Mais je suis d'accord. Mais au-delà du sportif, je pense, et tu me diras si c'est d'accord, mais il y a aussi le fait que si t'en mets s'il y en a un qui finit sur le banc, que ce soit Antonio Silva ou Thomas Araujo, c'est aussi, tu fais baisser le prix du joueur sur un potentiel transfert dans 6 mois. Euh, et, Ouais, mais tu vois, Antonio Silva, et tu le sais il est qu'aujourd'hui, bientôt à 1 an et demi de fin de contrat. Donc en fait, de sa valeur, dans tous les cas, elle va pas augmenter là d'ici la fin de saison en réalité. à moins qu'il prolonge. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est on n'est pas sûr qu'il prolonge. Mais c'est ce qu'on sort dans la presse. Est-ce que c'est pas pour forcer peut-être une vente en janvier ou le vendre absolument dans 6 mois? Moi, je pense qu'ils se sont mis un problème dans les pattes quand ils ont voulu absolument continuer à donner du crédit à Otamendi. Aujourd'hui, cette position, on la retrouve aussi parce qu'on n'a jamais eu de choix fort de la part d'un coach, d'une direction qui va absolument garder ses anciens briscards. Euh, je te sors un autre exemple. Aujourd'hui, la une de record, c'est Rafa souhaite absolument revenir à Benfica. Ouais, je C'est l'ai vu pareil, passer. ça va créer d'autres problèmes et on en reviendra, on pourra en parler sur d'autres podcasts. Mais à la fin, on pourra aborder quand même un peu plus ce derby, parce qu'on s'éloigne beaucoup du sujet. Mais c'est peut-être que voilà, je sais déjà que ce match-là, ça va être aligné à 11, qui doit absolument gagner ce match-là. Et c'était un truc qu'on avait dit sur le début de saison. À l'époque, c'était Bruno Lage. C'est quand est-ce qu'on va vraiment travailler sur le long terme et vraiment faire un truc où tu as quelques joueurs clés, tu vois, pour moi, qui se dessinent. C'est bon, tu as Tribune au but. T'as Pavlidis en pointe. On le disait au niveau des statistiques, ça va peut-être faire flipper certaines personnes, mais Pavlidis aujourd'hui, c'est 16 buts, c'est le meilleur buteur. Le Sporting, on voyait que c'était plutôt homogène, on avait beaucoup de joueurs qui marquaient. On passe de Pavlidis, pardon, avec 16 buts. Deuxième place, Ivanovic, 4 buts. Troisième place, Sudakov, 3 buts. Quatrième place, Otamendi, 2 buts. Cinquième place, Dalle, 2 buts. Et après, il me semble que c'est Pressani avec 2 buts. Aujourd'hui, Benfica a une dépendance autour de Pavlidis qui est énorme, que ce soit sur les stats et même sur le jeu. Pour moi, Pavlidis, c'est pour moi le meilleur joueur du club. Il y a pas mieux que lui sur ce début de saison. C'est une valeur sûre, il te gagne des points. Dans le jeu, il t'aide énormément. Il peut en parler de Suarez, mais Pavlidis aussi, c'est quelqu'un qui il défend, il redescend très bas, il fait le jeu. On peut dire que des fois que techniquement, c'est pas le top du top, mais pour moi, je trouve que c'est quand même un neuf de qualité techniquement. Donc ça, tu l'as sur ta ligne, enfin sur ta première ligne, pardon. Sur la deuxième ligne, en fait, tu as encore une fois des doutes. Tu as Sudakov, ok, mais qui, vu que le collectif n'est pas performant,
Tu vois, c'est pour moi, Soudakov, c'est un joueur qui va performer si autour de lui aussi, tu as des mecs qui sont en pleine bourre. Si tu as des ailiers qui sont dans un rendement énorme, où ça parle le même football, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais tu sais qui va jouer. Et en gros, tu as ces 3 joueurs, tu as Soudakov, Rios et Enzo. Et puis en fait, il faut caler Orsnes d'une manière ou d'une autre dans l'équipe parce qu'on est obligé de le faire jouer. Parce que c'est un peu le cerveau du coach sur le terrain. Donc un coup, il est gauche, un coup, il est droit. Et puis après, tu as un autre gars qui vient se caler. Mais il est là mon problème, tu vois. C'est que il faut essayer de faire jouer. En fait, tu es obligé de faire jouer Enzo parce qu'il est en prêt en achetant à la fin de saison. Et puis, tu n'as aucun réel concurrent à part Manu, mais il revient de blessure. Rios, ça vaut 27 millions, on ne peut pas le mettre sur le banc. Et Bruno fait que le répéter que c'est un joueur excellent. Moi, je l'aime bien. Tu vois, on en avait parlé. On avait dit que c'était un bon joueur. Moi, je trouvais qu'on en avait fait beaucoup trop à son arrivée. La hype était énorme pour pas grand-chose. C'est un joueur qui, pareil, est très dépendant du rendement global de son équipe. Et moins il touche au ballon, mieux on se porte. Parce que ce qui va apporter surtout, c'est physiquement, finalement. Mais dans un championnat où tu as peut-être 60% de possession de balle, c'est un problème. Quand tu es le 8 de l'équipe, ça peut être un souci, tu vois. Mmh. Après, il y a aussi le fait que je trouve que l'effectif n'est pas forcément très bien construit, malheureusement. Tu prends le mercato de l'été dernier, tu prends le mercato, l'été dernier. Soudakov, c'est un bon, tu vois qu'il a des qualités. Je veux dire, à un moment donné, si tu vois pas de qualité, faut changer ses yeux. Mais non, c'est un joueur qui a des qualités. Par contre, tu as l'impression d'avoir énormément de joueurs, une concentration de joueurs d'axe et pas assez d'ailier. Tu vois, tu vas chercher Luke Baku en toute fin de mercato, Oui, non. mais tu vas le chercher parce qu'à un moment, tu as l'impression que tu te réveilles et tu dis: «Ah mais en fait, on n'a pas d'ailier». Tu as Sheldrup qui va jouer sur un côté, mais moi je pense que Sheldrup, en soutien de l'attaquant, c'est peut-être un peu à l'image du positionnement de Barreiro. Je pense que Sheldrup peut être plus intéressant à ce poste-là. Hem Et en fait, finalement, moi, je trouve que ton effectif, il est mal construit. Tu as des joueurs, tu as Dal et tu as, ah mince, j'ai oublié son nom, celui qui était à l'OM, qui peuvent être des pistons, qui peuvent prendre les couloirs. Et tu as énormément de joueurs d'axe et tu peux jouer en plus avec devant. Je veux dire, si demain tu joues je sais pas, tu as les 3 de derrière, tu mets 2 pistons, hem, tu blindes ton milieu et tu joues avec 2 pointes, il y a rien de déconnant. Et tu joues avec Peut-être Ivanovic, Ivanovic qui est devant. Pavlidis. Bah, Bah, bien sûr, c'est ça. Et au lieu de ça, tu as 2 états. Aujourd'hui, tu joues avec, des ailiers qui n'en sont pas forcément tout le temps et avec une seule pointe. Et tu as un investissement, un gros investissement de l'été dernier qui est sur le banc et qui a mis 4 buts, mais tu te dis que c'est gâché. en fait, le truc tu vois, c'est que moi, je pense qu'il veut tendre vers ça, mais qu'il attend impatiemment le mercato hivernal parce qu'il n'a pas le piston pour. Il n'a pas. Bah, si, en fait, intérieur gauche, en gros, soit tu peux jouer avec Sudakov et on est Ivanovic et Pavlidis devant, soit en fait, tout ce que tu peux faire, c'est aussi jouer avec Sudakov et potentiellement peut-être Rafa en soutien de Pavlidis, tu vois. Et avoir cette rotation avec Ivanovic parce qu'en fait, il aurait 2 jours qui tourneraient autour de lui. Mais en fait, il lui faut ce piston gauche. Absolument, il lui faut un piston gauche. Et au-delà, si c'est pas un piston gauche, il lui faut un ailier gauche qui rentre, qui percute. Là où pour moi, tu vois, je pense que on verra ce que nous dira le mercato de janvier, mais Sheldrup, c'est une fin d'aventure. Pour moi, En janvier, plus, avec son histoire et tout, ouais, je suis d'accord. l'histoire en réalité, elle va servir d'excuse toute trouvée Ouais. pour Benfica pour le vendre. Tu vois, ça sera l'argument parfait pour dire, bah écoutez, nous, on se retrouve pas avec ça, on n'y est pas. Honnêtement, c'est ciao. Fin d'aventure, on aura essayé, non, on a peut-être 15-20 millions sur la table, bah écoutez, c'est vendu. Ça nous permet d'aller chercher un autre ailier gauche qui va plus dans le profil de ce qu'on souhaite. Et puis Pressani, finalement, il va boucher un peu les trous, tu vois. Que ce soit à gauche, à droite, on verra. Tu vois, lui, et il est plus jeune, donc tu as moyen encore de le travailler. Tu vois, moi, je pense Et que oui, je pense que le contrôle sportif, je pense que Pressani jouera. Tu vois. Mais je suis pas sûr qu'il puisse répondre correctement. et et tu penses pas qu'Ivanovic, il peut aussi être amené à partir cet hiver? Non, parce que Déjà. tu vois, il y a un truc, c'est qu'il a déjà joué dans 2 clubs cette saison. À l'Union, Ah, il avait commencé la saison avec l'Union de il a fait 2 matchs avec l'Union. ah, Donc, dans tous les cas, à partir de là, il peut plus partir. C'est pour ça que j'ai eu du mal un peu avec cette histoire de la presse, de oui, bon, bah, euh, comment dire? Il faut absolument qu'il parte, c'est un échec, blablabla. Non, en réalité, ce qu'il faut là, c'est surtout que Mourinho trouve un moyen de faire jouer les deux. Parce que pour moi, Ivanovic, encore une fois, c'est un joueur, si on passe à côté, on va le regretter. On va le regretter parce que je pense que c'est un œuf monstrueux. Sur le peu de choses sur les bons moments qu'il a pu avoir à Benfica, tu le sens que c'est quelqu'un qui est spécial.
Je te dis pas que c'est un 9 générationnel, hein, mais je te dis que pour moi, au Portugal, c'est quelqu'un qui peut marquer ses 20 buts normal. Mais normal. Ce sera De- peut-être pas cette saison, hein, mais c'est quelqu'un qui, dans un collectif qui est très bon, etc. Mais il manque Et des où il joueurs est qui mis, font. et dans lequel il est mis en avant. Clairement. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Et puis le faire rentrer 15-20 minutes à la fin, tu sens que c'est un gars qui va absolument. Parce que ça marche à la confiance, un neuf. Il va absolument marquer, il va absolument avoir le ballon pour se procurer des occasions, parce que c'est quelqu'un qui adore avoir les ballons dans ces derniers tranches, les 20-30 mètres, où il peut attaquer la profondeur, etc. C'est pas un neuf qui attend patiemment dans la surface, tu vois. Et c'est là où c'est assez dommage. C'est quelqu'un peut-être, voilà, face au Sporting, tu vois, des fois, il y a ce genre de neuf chez nous qui arrive un peu à avoir des matchs un peu référence face au Sporting. Historiquement, moi, je me souviens, par exemple, que ce soit un Mitroglou, un Raúl Jiménez. Tu vois, finalement, c'était pas Jonas qui avait les meilleurs prestats face au Sporting à l'époque. Mais ça peut être un match où, on Pavlidis, sur cette passe décisive qu'il met encore sur le dernier derby, Narlouche, là, tu sais, quand il passe Diamandé, etc. Et qui. Pareil, nos neufs, des fois, peuvent avoir des belles rêves face au Sporting et des fois, ça peut te lancer certains moments. Et j'aimerais bien voir Ivanovic, d'une manière ou d'une autre, rentrer dans cette rencontre. Et je pense que ça peut être un match où, peut-être à partir de la 60e, 70e, ça dépendra du score, mais où il y a de l'espace qui se libère et où, du coup, il a quelque chose à aller faire, tu vois. Parce que je pense aussi qu'il a une personnalité qui le permet finalement d'être très, très intéressant dans ce genre de match. De l'envie, etc. Et tu vois, contre Porto, on l'a pas vu, malheureusement. Parce que c'était un match où Mourinho voulait se cacher, voulait tenir un score. Et où on a vu par contre un Enzo qui était intéressant. Mais moi, j'aimerais voir Ivanovic sur cette rencontre. Peut-être venir bousculer la défense du Sporting si Pavlidis n'est pas dedans ou s'il est très bien muselé, parce que c'était pareil. Diamandé, avant cette glissade, c'était horrible. Il tenait Pavlidis comme pas possible sur la rencontre. Et le truc, Et c'est puis qu'encore une l'histoire, fois, si. Vas-y, vas-y. et l'histoire serait drôle en plus si c'est Ivanovic qui est un peu le facteur X de ce match, après l'été qu'il a eu avec et les liens qu'il avait avec le Sporting pendant plusieurs semaines, et puis avant d'aller à Benfica. Tu vois, il y a un plein de petits clins d'œil parce que, pour rappel, il y avait la possibilité que le deal se fasse du côté du Sporting en début de mercato, ça s'est pas fait. Mais t'as de quoi faire. T'as de quoi Ah, il faire. y a une histoire à raconter, hein. Il y a un truc à faire. Donc moi, j'aimerais pour lui que ça se fasse. Ça serait top. Au-delà de ça, j'aimerais quand même qu'on gagne parce que peut-être parler aussi de cette phase, enfin cette partie du match, pardon. C'est que je ne vois pas favori. J'ai peur du stade. J'aimerais qu'on ait ce truc de se dire ouais, que l'ambiance pèse sur la rencontre, mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas actuellement. J'ai pas l'impression que ça s'arrange. Mais j'ai l'impression aussi que ça va être très dépendant de ce que propose le club, l'équipe, tu vois. En Et fait, j'ai l'impression que c'est. Vas-y. tu crois pas, désolé, mais tu crois pas que c'est un match qui peut être un peu à l'image de ce qu'il y avait eu entre Porto et Benfica, à savoir Mourinho qui sait qu'intrinsèquement son équipe est moins est inférieure à l'adversaire et finalement arrive à endormir le match. Parce que le match contre Porto, moi avant le match, je me dis ils vont se faire tuer. Et je pense que tout le monde, Porto, il marche sur l'eau à ce moment-là, etc. Et tu te dis, ben, Porto, ils sont archi-favoris sur ce match. Et finalement, le match, c'est assez somnifère. Mais pour moi, ça met au crédit de Mourinho. Il savait que ça allait être très compliqué de gagner ce match. Il s'est dit, bah, moi, je préfère ne pas le perdre que de prendre le risque de le gagner et de le perdre. Et est-ce que c'est pas ce genre de match auquel on peut assister ce week-end? Alors, Alors, tu es à la maison, ok. voilà, mais moi, c'est ça le point. Et ça peut pas être mineur. C'est-à-dire que pour moi, tu veux faire ça au Dragon, c'est plus simple en tant que visiteur. Faire ça à la maison, c'est plus délicat. C'est plus délicat parce que subir pendant tout le match, je pense que ça peut devenir pesant dans le rouge. Alors que nous Dragon, en fait, c'est pas un problème parce que c'est plus justement chiant ou pour l'équipe à domicile de pas trouver les solutions, tu vois. Quand t'as le ballon et que c'est toi qui fais le jeu. Inversement, là, si c'est toi qui te mets en position de on va les laisser jouer, si tu fais ça, il faut marquer dans les 45 premières minutes. Mm. Je sais pas sûr ce que je veux dire. Il faut marquer Ah, très totalement. vite en compte sur une occasion. Bam, ça fait un 0. Et là, du coup, ok, on attend. Et après, les planter peut-être le deuxième, tu vois. C'est peut-être là que l'équipe, que le stade sera plus enclin à aller vers l'équipe parce que tu gagnes. Et à la fin, tu seras dans une mentale de il faut les 3 points. Par contre, si tu subis constamment un 0-0 et que tu n'as aucune. T'as rien, t'as pas de révolte, juste tu subis. Ouais, non, ça va être un problème.
ça va être un gros problème et le stade va pas suivre du tout le move de l'équipe. Et moi, c'est là où j'aimais quelques craintes. Maintenant, honnêtement, c'est dur. C'est très dur de te dire Benfica va se positionner comme ça sur cette rencontre. Je pense que Benfica sera pas ridicule parce que Mourinho n'est pas ridicule encore une fois sur les grands matchs. Je crois que c'était en off qu'on le disait, mais contre Chelsea, tu perds, mais t'es quand même bon, t'es pas mauvais. Contre Newcastle, tu fais une première mi-temps où tu peux en mettre un ou deux. Deuxième mi-temps, tu te fais détruire, mais bon, c'est Newcastle, moi ça m'avait pas surpris. Contre Porto, t'es pas ridicule. Contre l'Ajax, c'est pas ridicule non plus. T'es pas fort, mais t'es pas mauvais non plus. T'es pas très très mauvais, on va dire. Et Leverkusen, c'est pareil. En vrai, Leverkusen, tu dois gagner le match. Tu le gagnes pas, tu te prends une occasion où c'est un cadeau, bah tu perds. Mais c'est pas des matchs où tu étais. Tu vois, Karabakh, c'est la honte. Karabakh, c'est la honte. L'autre honte que j'ai comme ça en tête, c'est la victoire qu'on a contre Gil Vicente où Gil Vicente nous tue pendant tout le match. C'était un match où c'était à sens unique, où tu te dis, ouais, il faut ce qu'ils veulent de nous, c'était n'importe quoi. Euh, mais il n'est pas passé non plus au travers de beaucoup de matchs. Mais il m'a pas impressionné pour autant. Je me dis juste que sur ce genre de rencontre, il y a ce côté avant-match en conférence de presse qui va peser, où il va aller provoquer, il va faire son show, quoi. C'est aussi son arène, ça commence là pour lui le match. Donc, il fera ce qu'il a à faire jeudi. Euh, et je pense que ça peut donner déjà une première dose de ce que peut être Benfica durant la rencontre. Et le 11 peut être aussi annonciateur. C'est que si tu n'as pas vraiment de surprise, et j'estime même pas que Christianis soit une surprise. Tu vois, j'estime pas que ce soit réellement une surprise. Mais si tu n'as pas une vraie surprise dans le 11, je pense qu'on sera, comme tu le dis, très pragmatique, très, on attend, on est patient, et il faudra les tuer sur les moments où ils sont les moins bons. Tu vois. Le truc, c'est que je vois pas énormément de faiblesses sur ce Sporting-là, qui a encaissé. Non, mais t'as quand même des temps forts, mais t'as aussi des temps faibles. Et je pense que sur ces moments-là où si tu dois les piquer sur les temps faibles. Bah, c'est pour ça que je pense que comme tu le dis, ça sera selon toi un match nul, et au-delà du match nul, ça sera pas un match où on verra beaucoup de buts. Mm. Je pense que ça va être un score très serré, soit, comme tu dis, peut-être un 0-0, soit un 1-1, mais je pense pas qu'on verra un match avec beaucoup de buts, beaucoup de buts, pardon. Euh, mais c'est un match qui, selon moi, Benfica a beaucoup plus à perdre que le Sporting. Ouais, ça c'est ça je suis d'accord avec toi. Et Benfica, si Benfica perd le match, je pense que ça y est, c'est fini pour le titre. Parce que sur le même week-end, je sais plus qui Porto joue quelle équipe, mais bon, c'est pas un match majeur, donc je te dis que Porto peut déjà prendre des points. Si en plus de ça le Sporting te met encore 3 points devant, non, je suis d'accord. Alors que même si au pire des cas, bah c'est fini. Alors qu'au pire des cas, si Sporting perd, tu sais que rien n'est encore joué. C'est un match, c'est un gros contre-coup, c'est une grosse gifle, mais il reste encore les matchs de. T'as une fin de première partie de saison qui est assez tranquille après, parce que Mm. tu as déjà joué Braga, parce que tu as joué Moreirense, parce que tu as joué donc la Benfica, tu as joué Porto, tu as joué Santa Clara là-bas en plus. Et puis après, tu te dis que les matchs les plus importants seront février et avril. Et tu as tenu ce discours de, euh, comment dire, ce De discours marathon? contre Porto. Non, tu sais, contre Porto, t'as Mourinho qui avait tenu ce Ah discours oui. aussi, pardon, bah, on savait que si on perdait, le championnat était quasiment mort, parce que tu étais à 7 points. Donc, avant tout, c'était pas perdre de points et survivre. Tu peux plus tenir ce discours-là face au Sporting. Tu peux pas. Tu peux pas. Même un nul aujourd'hui, c'est plus de la survie. Tu vois, c'est fini. C'est fini. Et battre le Sporting, c'est retourner à, pardon, c'est même passé devant le Sporting. Non, c'est à égalité de points avec le Sporting, pardon. Parce qu'on a 28, 31, donc tu seras égalité avec le Sporting. Et après, avec Porto, bon, bah, je sais pas qui affronte Porto, qui affrontera Porto pour la prochaine rencontre, je vais te le dire, mais je crois pas qu'ils aient une grosse affiche. Ils vont où C'est c'est pas Guimarães à l'extérieur, mais je sais pas si j'ai un doute. Guimarães avec ça? Ça m'arrangerait. Enfin, quoique même, ils sont pas super forts. Quoi que j'ai un doute. Ah, alors attends, ils ont un match de Coupe de la Ligue contre Guimarães, pardon, ouais. Mais c'est à la maison. Et ils vont à Tondela. Comment te dire Ouais. que
Non, on va dire qu'ils ont un mois de décembre, à part Famalicão en coupe, franchement, ils sont pas à plaindre. Ils sont vraiment pas à plaindre. Ils vont à Tondela, ils reçoivent Estrela da Amadora, ils reçoivent Famalicão, ils vont à Alverca et ils reçoivent AVS. Donc en fait, c'est un mois de décembre qui pour moi, quand t'es Benfica, pardon, si tu loupes pas sur un match, c'est pas que le Sporting, hein, c'est vraiment peu importe. Le titre, c'est ciao. C'est ciao parce que je pense que Farioli va pas perdre de points sur cette période-là. Oui, La mais période où moi je l'attends sur à partir de janvier-février. Parce qu'il y a le match contre les Glasgow au Dragao en Coupe d'Europe. Il y a le match contre le Sporting au Dragao qui interviendra, etc. Et mine de rien, même s'il y a un petit peu d'amélioration, c'est pas un entraîneur qui fait non plus énormément de changements au sein de son équipe. Il aligne souvent les mêmes équipes, je trouve, même s'il y a eu un petit peu de changement récemment. Et je me dis qu'à un moment, c'est quelque chose que tu risques de payer. Surtout que tu joues la Coupe d'Europe cette année. Donc c'est plus, si tu veux, autour de février. C'est là que je l'attends. Et je me dis que ouais. c'est pas impossible et que finalement, pour ça que je te parlais, pour revenir un peu au Sporting, mais que Ruud Borges, il gère vraiment cette saison comme un marathon. Et, et je me dis que si toi, tu continues de faire le plein de points, que tu continues à être au moins consistant dans ce que tu fais, bah, arrivé en février, il y aura peut-être une porte pour passer premier. Après, c'est dans les mains de Farioli et de Porto. Non, non, je suis d'accord avec toi. Le- c'est là où je te dis, cette victoire peut permettre au Sporting de prendre un gain psychologique et de se dire à Porto, ah ouais, par exemple, si Benfica gagnait, on pouvait être un peu plus isolé. Là, finalement, il nous montre que c'est un vrai concurrent. Ils peuvent être très très embêtants envers nous. Et comme tu dis, à cette période vers février-mars, je regardais, tu as un bel enchaînement pour le FC Porto. Si ça se passe mal, c'est là où ça peut déconner. Et quand on connaît Monsieur Farioli, c'est pas impossible. Donc ça sera à suivre. On arrive tout doucement sur peut-être les 14-15 dernières minutes qu'on s'est mis un podcast. Moi, honnêtement, sur Benfica, je suis désolé, j'ai pas un milliard de choses à dire parce que là où vous avez beaucoup de certitudes, nous je trouve que c'est pas forcément le cas. Je trouve qu'on est vraiment, tu vois, sur ces débuts de saison, quand on gagne la Super Coupe, tu peux avoir une trajectoire qui peut être intéressante et dire, OK, on peut vivre peut-être une saison qui se profile ou tu peux peut-être jouer le titre, très intéressant. Et moi, j'avais quelques doutes sur le Sporting, notamment en fait avec les départs importants, le fait que là, on n'est plus les favoris et finalement, vous confirmez ce début de saison sur le fait que vous êtes vraiment encore un candidat sérieux, finalement, le champion en titre. Donc, c'est intéressant. Et que Benfica confirme également toute son incompétence de ces dernières années et qu'elle perdure avec les mêmes erreurs. Je suis désolé, mais je suis obligé de le dire comme ça. Donc, on n'aborde pas le derby de manière très, très confiante. Maintenant, c'est un derby. C'est-à-dire que sur 90 minutes, c'est aussi les matchs qui ont fait ce qui rend Mourinho spécial. Donc, je vais te dire, s'il n'est pas spécial sur ce genre de match, ça va être compliqué. Et j'espère qu'il arrivera à gagner, et si possible avec la manière. Parce que, pareil, ça peut être aussi ça peut faire beaucoup de bien à ce vestiaire. Et ça peut, si derrière tu reçois Naples et que tu crées la surprise, là, là, ouais, ça peut prendre une toute autre tournure. Et ok, pourquoi pas. Mais on en est encore loin. Je trouve quand même que contre National Model, on était pas mauvais. On n'était pas mauvais. Sur la première mi-temps, on a la place pour en mettre deux ou trois et on le fait pas. Mais il y avait du contenu qui était intéressant. Maintenant, je pense qu'au Sporting, au niveau timing, c'était pas la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Sur les courbes, tu as une équipe qui, en fait, est vraiment sur une pente ascendante. Je te dis pas qu'on est en train de descendre, mais on est dans une zone de turbulence, tu vois. Et si tu te loupes, ça peut faire mal. C'est là où on verra, mais il y a moyen que tu me récupères encore une fois la petite cuillère ce week-end et que tu passes du bon temps, quoi. Donc ça sera à voir. Ça sera à voir. Ouais, la probabilité existe, mais après, bon, je pense, honnêtement, j'ai du mal à. Après, on peut se tromper, et puis dans le football, on peut rien prédire. Enfin, on peut se projeter, mais on ne peut pas lire le futur en avance, donc on peut pas lire le futur. C'est compris. Mais, c'est compris. Mais je vois pas le Sporting gagner. Je serais vraiment Ouais. surpris de voir le Sporting gagner. Non, moi je vois un match nul. Bah, Je, attends, je- ça va nous amener au dernier bloc, les pronos.
C'est quoi ton prono? Non, mais c'est un match nul. C'est un match nul avec pas beaucoup Ah, de mais buts. c'est quoi? C'est 0-0, 1-1? Ouais, moi je pars sur un 1-1. Parce que Sporting marque tous les matchs. Et je vois pas pourquoi. En plus, on a évoqué le cas Otamendi et tout. Et tu sais à quel point je le porte dans mon cœur. Mais, mais non, je vois un match nul. Je vois un match nul 1-1. Vous avez quand même dû répondre offensivement parlant. Mais ce sera pas un match avec énormément de buts. Après, la clé, pour moi, c'est Mourinho. La clé de ce match, c'est Mourinho. Rui Borges va bien préparer son équipe, ça je serais pas surpris. L'équipe, il va choisir les bons joueurs. L'équipe sera prête. Après, c'est qu'est-ce que Mourinho lui imposera comme défi et est-ce que Rui Borges sera capable de répondre à ces défis-là. Et là, je suis un peu plus je m'interroge par rapport à ça. Mais non, je vois un match nul. Je te vois pas, je me vois pas te récupérer à la petite cuillère dimanche à 23h. Ok. Et toi? Moi, je vois. Allez, tu sais quoi, je vais essayer d'être optimiste. Dans le meilleur des mondes, je vois un 2-1 pour Benfica. Un 2-1, vraiment. Vraiment, tu la gagnes au bout du bout. On marque dans les 10 dernières minutes le deuxième. Mais tu sais que la dernière défaite, de mémoire, hein, c'est contre Napoli quand même, du Sporting. La dernière défaite du Sporting, c'est Napoli. J'ai pas souvenir de défaite. Il y a eu Porto, il y a eu quelques semaines après, il y a eu Napoli. Et après, il y a le match nul contre Braga qui est perçu comme une défaite parce que c'est match nul, mais tu te fais bouffer tout le match. Mais de mémoire, j'ai pas d'autres défaites en tête. Bah, en championnat, Il y a en que Porto de championnat, mémoire. T'as 3 points derrière Porto. C'est que Porto t'as que Porto, tu fais un nul et c'est tout. contre Pour Braga. l'instant, nous, pour l'instant, on perd pas. Mais on fait 4 matchs nuls. Tu perds en Ligue des Champions. Mais sinon, tu ne perds pas pour l'instant en championnat. Ouais, non, à voir. Par contre, on marque moins que vous. On marque 25 buts, vous en marquez 31. On en concède pardon, 7, vous en concédez 6. Ça va être équilibré. Mais je pense que oui, en effet, ce ne sera pas un match avec beaucoup de buts. Je me dis qu'on gagnera 2-1. Est-ce que tu as un joueur? Pour toi, ça va être l'homme de la rencontre. Est-ce que je peux citer l'arbitre qui voudra se mettre en valeur d'un côté ou de l'autre? Si tu le fais pas, t'inquiète pas. Normalement, on a le pays pour le faire dans tous les cas. Non, blague à part, blague à part. Non, mais pour moi, c'est Kenda. Alors, on a évoqué tout à l'heure, mais pour moi, c'est Kenda. Il y a Trincao qui sera là, mais pour moi, c'est le match où Kenda doit s'affirmer. Et derrière, il enchaîne et il lui restera s'il te sort un gros match, tout le monde va encore plus en parler. Derrière, il a 6 mois pour confirmer. Il va à la Coupe du Monde, il va à Chelsea. C'est son match. Aujourd'hui, ce match-là, ce week-end, il ne faudra pas qu'il se loupe. C'est son match. Ça me plaît. Il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, et moi je pense que ça peut tendre pour nous si ça se passe bien, mais moi je pense que Dedic peut faire un vrai vrai match. Et je me dis que le match dans le match entre lui et Maxi Araujo, ça peut être intéressant. Mais est-ce que Maxi Araujo sera revenu? Et c'est J'ai possible, un hein. doute. C'est à confirmer, j'ai un doute. Mais je suis pas sûr que ce soit lui qui démarrera contre Benfica. Alors ça peut être encore plus intéressant, parce que moi c'était ma crainte pour Dedic. C'était qu'il se tape Maxi Araujo pendant le match. Je suis pas sûr qu'il sera là contre vous. Ce Parce que sera soit. les deux sur le côté, ça peut être sympa. Ça peut être un Mm. vrai match dans le match. Mais moi, de mon côté, je vois peut-être Dedic faire un sacré bon match. Et peut-être avec soit un Prestiani devant lui, mais en tout cas, je vois quelque chose qui peut être intéressant. À contrario. Surtout, je veux dire, qui jouera à gauche. Du coup, c'est soit Mateusz Reis, soit Mangache. C'est un peu open bar là pour le coup. Si tu mets un Prestiani à Dedic, ça peut faire mal. Ouais, non, non, les deux, ça peut parler un bon football là où avec Luke Bacchio, ça marche pas forcément. Un Dedic, ça peut être la clé à ce niveau-là pour aller trouver un Pavlidis ou un Sudakov, faudra voir, mais ça peut être là aussi. Euh, Par contre, sur les joueurs que je vois un peu moins bons, chez nous, il y en a pas mal, hein. Chez nous, il y en a pas mal. Euh, Est-ce j'ai- que tu le vois est-ce que tu vois le corner du Sporting, la tête d'Otamendi la tête de Diomande et Otamendi au sol? Oh là là. Lui, je le vois, je l'ai déjà vu dans tellement d'états.
C'est terrible. Non, moi, ma crainte, c'est de voir Barreiro sur ce match. Après, je dis ma crainte, mais en même temps, c'est le genre de match, c'est le genre de match où il peut être intéressant vu que le match est complètement cassé. Donc, je t'ai pas impressionné, mais en fait, je suis un menteur. Je pense que le 11, ça va être Rubin. Je pense que ça va être Antonio Silva Otamendi, Dedic Dal, qu'on va avoir Orsnes à droite, Sudakov à gauche, Barreiro en 10, Rios, Enzo et Pavlidis. Je pense qu'on va partir sur ça. Je suis quasiment sûr. Et Moi, je pense que côté Sporting, si je me projette, ce sera Mateusz Reich. Je le vois pas démarrer Mangache. Impossible. Après le match qu'il a fait contre Porto, non. Sur un match comme ça, je pense pas. Après, ça va être la charnière habituelle, Inacio Diomande. À droite, il va mettre Fresneda. Il va pas vouloir prendre de risques. Après, milieu, Yulmand, Simoche ou Morita. Et puis après, ça va être comme d'habitude devant Luis Suarez, Pot et Trincao. Et Kenda, ok, évidemment. ça sera un match qu'on suivra de près. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce qu'on va avoir prochainement sur le Ninjas? Tu peux faire un peu de teasing là ou Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va parler du FC Porto, on va parler des élections, puis on va parler de Brentford. de Brentford aussi? Putain, non, on a un peu de tout. On bouge dans le nord, on revient à Lisbonne et on part en Angleterre. Un C'est ça. véritable globetrotter. Ça me On va très finira bien. l'année comme ça avec. On va parler de Brentford, ce petit club que finalement tout le monde voit en première ligue, mais que, enfin, je veux dire, c'est pas le club qui tape le plus à l'œil, et pourtant qui a une très belle histoire à raconter, donc ce sera Je, sympa. conf- je confirme sur le peu de choses que je peux voir et notamment sur le documentaire Canal sur le club qui était pas trop mal. Le club de Mathieu qu'on recevra aussi, je pense, au cours du mois quand on abordera le match face à Braga fin d'année, pardon, fin d'année 2025. Et peut-être déjà avec un Benfica très loin du titre ou alors totalement relancé. On verra bien. Ça sera à suivre. Bon, je ne vais pas t'embêter plus. Je te remercie pour ta présence. Il me reste plus qu'à dire aussi à nos auditeurs, bon bah encore une fois, quand le podcast de Los Hinchas sortira sur les élections, allez le voir. Ça vous mettra peut-être un peu plus en dépression, donc c'est important. Vraiment, c'était une belle rencontre d'Alcoolique Anonyme, hein. C'était quelque chose, hein, franchement. C'était assez dingue. Euh, non, bah écoutez, on espère les 3 points. On espère voir un Benfica vraiment ressortir de là vainqueur. On espère que ça sera du coup Yacine que je récupérerai à la petite cuillère et pas l'inverse. Mais il le faut parce que sinon ça risque d'être très très compliqué. Merci. Honnêtement, ça va. Au pire, on le vivra toujours, on le vivra bien. Oui, Ce bon, sera, ce sera, ce sera. on a vécu pire avec les élections, hein. Pour nous avoir là, il va falloir C'est ça, aller un peu plus c'est fort. ça. Moi, Yacine, merci beaucoup. Merci à toi pour m'avoir invité. Première fois que je passe de l'autre côté du micro, pour parler du Sporting, donc c'est un plaisir. T'es ma seule référence, hein. T'es la meilleure. Enfin, bon, parce qu'après, le reste, c'est compliqué de trouver du quali. Bon, merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Encore une fois, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez votre like, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. On se retrouve très bientôt. Il y aura d'autres épisodes au cours de ce mois. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.